Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Léonore Duchesse, diététicienne et joueuse de basket. Voici un extrait tout de suite de notre échange. Je me plains pas de ma part de pizza après le match, je pense que tout le monde aime, mais c'est une catastrophe les après-matchs. Quand tu as du fromage, du saucisson et du pain, ou quand tu as des pizzas, ou quand tu as soirée tartiflette, ouais. Le souci, c'est l'après. Alors, il y a des C'est le clubs qui repas le font plus attention. important et c'est... Comme je te disais, ouais, c'est l'après en fait, c'est la récupération. C'est-à-dire que tu te fais un effort, tu puises dans tes réserves, tu casses du muscle, tu es déshydraté au possible, t'arrives, moi vraiment, c'est quand même hallucinant, mais c'est mon regard de diète, hein. Il n'y a pas une bouteille d'eau sur une table d'après-match. Il y a du coca, de l'ice tea, de l'orangina, de la bière. On doit se réhydrater d'eau, on doit manger des féculents, manger des légumes, manger des protéines et manger un fruit, quoi, ou une compote, ou quelque chose comme ça. Mais manger gras, non équilibré, ben en fait, tu pars le lendemain avec une dette énergétique, en fait. Ça fait longtemps que je voulais ramener une diététicienne dans le podcast. J'avais juste pas trouvé la perle rare. La perle rare, la voici, parce que elle va vous parler du double cursus de joueuse de basket. Elle a été en centre de formation également. La difficulté que c'est de combiner les deux, comment c'était plus facile au niveau semi-professionnel. Elle va également nous parler de son métier de diététicienne, les motivations, les objectifs, la nutrition du sportif, comment manger avant les matchs, le Nutri-Score, yoga, les croyances, le végétarianisme, les compléments alimentaires. On a parlé, en tout cas on a essayé de parler de tous les sujets qui pourraient vous intéresser. J'espère que cet échange vous plaira. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la le plus possible pour nous aider à continuer à vous proposer les contenus les plus pertinents possibles. Merci à tous de votre attention et de votre soutien et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Déjà, merci de m'accorder de ton temps sur ton agenda bien chargé. Quand je commence des podcasts, j'aime bien commencer par la passion du basket, surtout pour des gens qui sont dans le milieu. Je trouve ça intéressant de savoir comment on est tombé dans la marmite quand on était petit. Et toi, je crois que c'était avec ta sœur. T'as fait la petite sœur qui va à l'entraînement pour suivre sa sœur, c'est ça? Bah carrément, ouais. Mais t'es au Ouais, courant? je recherche Tu mes t'es invités informé, avant de... mais tu sais tout. Ouais, 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 c'est exactement ça. Je viens d'un petit village à côté de Montbrison, de Saint-Étienne, plus Dans la Loire. précisément. Et mes parents voulaient absolument qu'on fasse un sport co. Et en fait, il n'y avait que le foot ou le basket. Donc, ils ont mis ma sœur au basket. Et moi, je suis tombée très, 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 très petite. Je faisais des crises pour rester aux entraînements. Et au final, ils m'ont pris toute petite en baby basket. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Ok. Et le virus ne t'a jamais quitté ensuite. Et j'ai pris goût. J'ai adoré. J'ai fait de la gym en parallèle aussi. Et Ok. je suis arrivée à un moment de ma vie vers 12 ans, 11 ans peut-être. J'avais des soucis de dos et le médecin m'a dit bah faut choisir, c'est la gym ou le basket. Et bah du coup, j'ai pas trop hésité à vrai dire. J'étais quand même un petit peu plus douée au basket que la gym parce qu'une basketteuse qui fait Ouais. de la gym en maintenant, j'étais pas la plus gracieuse, mais j'étais tonique, mais j'étais pas la plus gracieuse. Ouais. Et du coup, j'ai pris le choix, enfin le choix de garder du coup le basket et ça m'a pas lâché bah, jusqu'à cette année quoi. Ah, Mais bon, c'est fini? c'est fini, ouais. Ah ouais. Et Ça, ouais, tu vois, tu c'est une savais info que pas j'avais ça. pas. Ça, c'est une info que j'avais pas, j'avoue. J'ai décidé d'arrêter ouais la fin de cette saison-là parce que j'arrive aussi à un moment bah, où il faut faire un choix entre un sport que tu adores mais qui te fera pas vivre et ton Ouais. métier que tu adores et qui te fera vivre. Donc, ben voilà quoi, c'est-à-dire que le basket, je vais pas l'apprendre, ça prend énormément de temps et on nous demande autant de temps que quasiment si on était, on va dire, professionnel, sauf qu'on n'a pas tout ce qui est à côté et que Ouais. ben nous, le matin, on se lève à 8 heures pour bosser et puis il faut quand même s'entraîner tous les soirs et il faut quand même partir aux quatre coins de la France et il faut quand même performer. Et puis quand tu es blessé, ben tu sors plutôt de ton travail pour aller te faire masser, tu sors, enfin enfin, c'est pas le débat de maintenant, mais les niveaux semi-professionnels, semi-amateurs,
C'est quand même très très compliqué, hein. On n'est pas du tout Mmh. dans des bonnes conditions. Après, c'est comme ça, hein, mais c'est très compliqué. C'est très très compliqué de tenir. Ouais, on en avait parlé avec, j'avais eu Pauline, Littard, dans un Ouais. épisode qui est, au syndicat des joueuses, qui parlait de ça, mais même au niveau ligue, tu vois? Tu as des joueuses, qui déjà, bon, on peut enfin, qui vivent bien leur vie quand même, mais qui voilà, tu as les mêmes exigences à tous les niveaux, si tu t'entraînes beaucoup et cetera et en national 1, en national 2, tu as les mêmes niveaux d'exigence, pas avec les mêmes niveaux de rémunération, Ah non. mais par contre l'exigence c'est toujours la même. C'est les voyages, c'est Non, les en fait. mêmes, prendre soin de soi, c'est la même chose, la quantité d'entraînement, c'est la même chose. Alors l'intensité est pas la même, hein. Là, j'ai fini en N2, je suis montée jusqu'en Ligue 2, donc c'est quand même pas la même. Et puis là, en N2, à Anglette, j'avais un coach qui était cool, donc si vraiment j'avais des grosses réunions ou enfin, ça m'arrivait de lui demander certains soirs, et pour le coup, il Mmh. était adorable sur ça et il comprenait. Mais j'ai eu des années, notamment à Rouen, où c'était un club qui avait énormément de projets, d'ambition, un super niveau en N1, et du coup, on est monté en Ligue 2. Je me suis pas trop amusée à demander mes soirs, quoi. Ah ouais, je comprends. Parce que voilà, t'es aussi dans le mouvement, et puis ça te plaît malgré tout, une fois que t'y es, quoi. Mais c'est vrai Ouais. que j'ai eu la chance de pas m'être blessée non plus, et j'avais aussi envie de finir ben, avec mes deux genoux, mes deux chevilles, et de pas finir toute cassée. Donc voilà, j'ai décidé cette année. Ça a été ultra dur, hein, franchement. Je pense que ça, tu vois, c'est un sujet, on n'en parle pas assez. De vraiment la joueuse enfin oui, amatrice, parce qu'au final, on n'est pas Mmh. officiellement représenté aux yeux de la Fédé, et qui prend la décision, pas parce que son corps la lâche ou pas parce qu'elle aime pas ça, mais juste parce qu'à un moment donné, elle a besoin de plus de temps pour, professionnellement parlant, ben, gagner sa vie comme tout le monde, en fait. Ouais. Et ouais, ça, c'est compliqué, hein. Tout le monde me dit, Ouais, parce que mais pourquoi t'arrêtes? T'aimes plus? Bah non, non. Alors, j'avoue que les déplacements, j'en peux plus dans les minibus. J'avoue que les 12 heures, 14 heures de minibus en 24 heures, je peux plus. ouais. Mais non, j'adore ça, quoi. J'adore ça. Je suis la première Ouais, à regarder des matchs qui passent à la télé, à me connecter. Ouais. Mm. c'est frustrant quand c'est pas toi qui décides, quand Ouais, c'est bah, pas c'est toi moi, hein. Tout le qui monde me qui dit, mène la petite équipe. même mon Enfin, club, ils m'ont dit, entraîne-toi moins, si tu veux, tu peux t'entraîner moins. Mais je sais que soit j'y vais à fond, soit j'y vais pas, quoi. Je me vois pas venir une fois à l'entraînement, et puis, enfin, c'était trop complexe, quoi. Puis ouais. là, elle monte en N1, donc en N1, tu as des déplacements. Puis nous, c'est Anglaise, donc on est vraiment dans un Non. coin de la France. C'est-à-dire que peu Tous les importe la poule dans déplacements sont laquelle chiants. elles vont tomber, peu importe la poule dans laquelle elles vont tomber, tous les 15 jours, c'est 7 heures minimum quasiment de minibus. Aller et 7 heures retour, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai dit stop. Anglais, c'était pas le meilleur endroit pour avoir les déplacements les plus courts et les plus faciles, hein. Bah, en N2, oui, enfin, même non, mais en N2, ça allait. En N1, là, ouais. Ouais. Hmm, non. Bon, mais du coup, donc cette exigence-là, parce que tu as commencé, du coup, tu as une vie à côté, c'est le débat un peu, donc on va en parler bien sûr de ta seconde vie qui va Oui, devenir ta première vie c'est de ça. diététicienne, mais tu as commencé euh, parce que tu avais une passion pour ça ou parce que tu t'es dit, justement, le basket, ça va pas durer toute la vie et il faut trouver autre chose? Je me suis très très rapidement dit qu'il fallait que de toute façon que je fasse des études, hein, parce que quand tu Ouais, rentres en centre de formation, tu vois très bien bah, qu'on n'est pas beaucoup à sortir de centre de formation et à aller en pro, hein, clairement, hein. Euh, on m'a proposé un contrat pro à la fin de mon centre de formation que j'ai refusé. Parce ok. qu'on m'a proposé, bah, après c'est pas méchant, hein, clairement, d'être troisième meneuse. Je savais que j'allais pas jouer, et que j'allais être aussi en équipe. J'étais à Aix-en-Provence au PAB13, qui n'existe plus d'ailleurs. Malheureusement, ouais. Grand Ouais, club de l'histoire malheureusement, du basket féminin. c'était génial. Mais bon, et l'équipe 2 était en N3. Donc globalement, j'allais jouer en N3 et m'entraîner avec les pros tout le temps. Pas forcément aussi, bah, du coup, avoir le temps pour faire les études que je voulais. Et bon, bah, en N3, j'avais fait un peu le tour, ça faisait quasiment 2 ans que j'y étais. Et du coup, j'ai refusé.
J'ai refusé et je suis remontée du coup anciennement le FC Lyon. Donc j'ai signé au FC Lyon à l'époque où la Ligue 2 venait de se faire. Donc j'étais anciennement en N1 parce qu'à l'époque elles avaient aussi 2 équipes. Donc je suis montée en N1 et je me suis inscrite en fac de bio. Parce que j'adorais le corps humain et je m'étais dit tu vas aller à la fac, comme ça tu auras quand même un peu de temps pour malgré tout être à un bon niveau, faire ton basket et essayer malgré tout de faire quelque chose même si t'es pas en pro. Ouais. Il s'est avéré qu'en fac de bio, il y a 35 heures de cours et que c'est ultra dense et que je me suis fait avoir. Et que un mois après mon arrivée au FC Lyon, la meneuse qui s'appelait à l'époque Charlotte Ducos s'est fracturé la main. Et du coup, on m'a dit, le coach pour le coup, c'était Pierre. J'ai perdu son nom de famille. Pierre Bressan. Merci, Pierre Bressan. Il m'a pris dans un bureau, il m'a dit, avec son accent anglais que je ne ferai pas, il m'a dit, bah écoute, voilà, nous on te propose de monter donc potentiellement en Ligue 2 qui était ancienne N1 du coup. Enfin non, la Ligue 2, pardon, la nouvelle Ligue 2. Tu viens, je te veux dans le groupe, etc. Et moi, tétanisée, j'étais là, mais je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il m'a dit, bah tu me rends ta réponse demain. Ok. J'ai eu 24 heures pour. Puis j'avais pas envie de lâcher aussi mon équipe. Enfin, c'était ultra complexe. J'arrivais, alors qu'il y avait déjà une meneuse aussi qui aurait peut-être pu prendre mon rôle, mais il voulait moi et tout. Et puis, ben, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Donc, me voilà à 19 ans, propulsée en Ligue 2. Et je fais un premier match, je m'en souviendrai toute ma vie, stratosphérique, pardon. Je mets 18 points, enfin, un truc de malade. Et Sur le nuage. ouais, un truc qui t'arrive une fois, 2 fois par an, tu vois. Vraiment, j'ai enfin à 18 points. C'était à Mâcon, je me souviens. Et d'ailleurs, il y avait mon ancien coach de Aix-en-Provence qui était là. Il m'a dit, ah bah dis donc, et tout. Donc j'ai fait ma saison en Ligue 2. Alors j'ai eu un peu de temps de jeu au départ. Et puis après, bah, quand Charlotte est revenue, j'en ai plus du tout. Enfin, clairement, hein. Après, je lui en veux pas. Voilà, hein, c'est comme ça. Hein. C'est la petite jeune. Mais on a quand même fait un final fort. On est allé jusqu'au final fort. On a fini 4e, malheureusement. Et il m'a fait rentrer sur les dernières minutes des matchs. J'ai pas trop compris, mais ouais, j'ai fait mon truc, quoi. Ok. Et voilà. Et du coup, pour en revenir aux études, parce qu'on était parti sur ça. Bah ouais. Ouais. Mais la fac de bio pendant Donc, où fac t'étais de bio devenue la pendant meneuse, ça n'a pas mon marché. année. Au final, oui, tu montes en Ligue 2 où tu as aussi tous les déplacements connus de la Ligue 2 dans toute la France. J'ai tenu tant bien que mal, mais ça me plaisait pas trop. J'avoue que en fait, les premières années de fac de bio, c'est les plantes, les animaux. Et moi, je voulais le corps humain. Bon, j'ai persévéré. Je suis partie à Saint-Étienne derrière, parce que pareil, Lyon m'avait proposé d'être troisième meneuse quasiment à l'époque. Bon, j'ai dit bah non. T'as dit, moi je veux jouer. Moi Ouais, je veux alors jouer. que, enfin, potentiellement, oui, ils avaient une grosse ambition de monter très vite en Ligue féminine. D'ailleurs, ils l'ont fait l'année d'après, il me semble, ou 2 ans après, je sais plus. Et bah, j'avais dit non, troisième meneuse, j'ai 20 ans, j'aimerais jouer, quoi. Donc, donc au final, je suis partie à Saint-Étienne en N1, au CAS, qui n'existe plus. Je crois que j'ai fait que des clubs qui n'existent plus. Au CAS. Et là, j'ai fait 6 mois de fac à Saint-Étienne et j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. J'avais des résultats plus que bof. Enfin, j'étais pas dedans, quoi. Donc j'ai arrêté pendant la moitié d'une année, 6 mois. J'ai fait que du basket. Et là, je me suis dit non, en fait, tu peux pas faire que du basket non plus, ça te convient pas. Parce que t'entraîner 2 fois par jour, oui, mais à 10 h et 18 h, c'est-à-dire que. Et des moments, on n'avait pas le matin, donc t'as aucun rythme en fait. Moi, j'aimais pas ne faire que ça. Je pensais qu'à ça. Entre les entraînements, bah, soit clairement, hein, tu vas faire du shopping, donc déjà, t'as plus d'argent. Tu manges au resto, t'as le temps, ou sinon tu dors et puis t'arrives à l'entraînement, t'es pas track. Enfin. Donc je me suis dit, il faut que je. Enfin, puis il faut que je travaille, enfin, parce que je sais que j'en vivrai pas. Donc, il faut que je travaille. Et j'ai re-regardé mes études et tout. Et puis, en fait, c'est ma mère qui un jour m'a dit, mais moi, depuis toujours, Léo, je te vois diététicienne, quoi. Je pense que c'est un truc qui t'irait bien, tu passerais bien. Et puis, il y a un lien avec le sport, avec ce que t'aimes. J'adore manger aussi. Donc,
Je me suis renseignée, c'était bac+2. Je voulais pas faire de longues études non plus parce que vraiment mon centre de formation pour tenir avec le lycée, j'ai vraiment beaucoup bossé, ça m'a un peu dégoûté de l'école. Enfin, j'adore l'école, mais c'était vraiment un rythme super intense. Et du coup, le souci, c'est que j'étais en contrat à Saint-Étienne et qu'il y avait une Ouais, seule école de diététique à Saint-Étienne, donc j'avais pas trop le choix. J'ai postulé à une école et je me suis dit, bah, si je l'ai pas, je le ferai par le CNED. Et en fait, j'ai été prise. ok. Destin ou pas, c'est pas. À l'époque, c'était moins demandé que maintenant, parce que c'était bah, du coup, il y a 11 ans, j'ai commencé mes études. Et j'ai été prise premier jet en plus. Je me suis dit, avec mon dossier, ça va jamais passer. Un an et demi de fac, t'arrêtes pendant 6 mois, tu reprends entre guillemets tes études. Et j'ai été prise et je suis rentrée du coup en BTS sur 2 ans à Saint-Étienne. Et j'ai Et, adoré. ouais, ça a été le coup de foudre. C'est que la maman avait eu de la clairvoyance. Ouais, 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 il faut l'avouer, hein, on n'aime pas trop l'avouer. Ouais, je peux la remercier, mais ouais, ça a été très dense aussi parce que c'est un BTS qui est très dur. Et on était en N1, donc pareil, on partait de partout. Mais ouais, j'y suis arrivée. J'y suis arrivée, je l'ai eu et voilà, je me suis lancée. C'est pas faciliter les études pendant que tu es à l'entraînement parce que, bah, je sais pas si c'est forcément tout le monde est conscient, mais quand tu t'entraînes à des heures où, bah, normalement, il y a cours. Et du coup, bah, il faut choisir l'un ou l'autre. Mais si tu vas pas en cours, que c'est 3 fois par semaine, que tu rates des trucs, enfin, c'est très compliqué. Et souvent, les écoles sont pas très très compréhensives et font Ouais, pas trop d'efforts. ouais. Est-ce que toi, tu as eu de la chance de ce point de vue-là? Alors moi, j'ai eu la chance parce qu'on était en N1 et du coup, qu'on s'entraînait pas à 15 ou 17, donc on s'entraînait à 18 ou 18h30. Et Ok. mon école était pas loin de la salle, donc j'avais la chance de pouvoir m'entraîner le soir. Par contre, quand on devait partir, en effet, les vendredis après-midi en déplacement, bah moi, je leur ai expliqué de suite. Et c'est pareil, même au lycée, en fait, tu dis à ton prof, bon, bah voilà, je fais du basket, bon, à semi-professionnel, parce que tu peux pas leur dire, enfin, tu leur dis haut niveau, comme ça, au moins, voilà, ils cherchent pas à comprendre. Et déjà, ils te regardent comme ça. Il y a un prof qui m'a regardé, qui m'a dit, ah, mais tu vas jamais y arriver. Après, je pense que c'était pas méchant, mais je pense qu'il a voulu moi, de me faire prendre conscience que ça allait être très très dur. Il me l'a dit dès la première semaine, je crois, parce que je devais partir en déplacement ultra tôt, à vendredi. Il m'a dit, ah non, mais tu vas pas, enfin, je crois que tu te rends pas compte, Léonore, ça demande. Et j'étais là en mode, bah ouais, mais enfin, j'ai pas le choix. Donc, je vais pas dire à Ouais. mon coach que je vais pas jouer. Donc, ben non. À cet âge-là, je priorisais le basket. Donc, je dis, bah non. Et, euh, et dis-toi que 10 ans, 8 ans après, j'étais en correction d'examen avec lui. C'est-à-dire que j'étais jury avec mon prof qui m'avait dit que je n'y arriverais jamais. Et quand il m'a vu arriver, il a souri. Et on n'en a jamais reparlé cet épisode parce qu'en plus j'avais des bonnes notes, enfin, j'étais dans le haut de la classe, donc en fait il s'est jamais permis de dire quelque chose. Mais je pense que c'était plus de la bienveillance, enfin c'était pas méchant, mais on a des réflexions de prof au lycée. Ma prof de physique qui m'a dit, bah de toute façon vous allez redoubler, on était deux dans la classe. Enfin, il me dit c'est impossible d'allier sport et terminale S quoi. Ça a été dur, Ouais. c'est clair, mais on a une autre bac quoi. Donc là, j'ai eu la chance en N1 les entraînements du matin, quand il y en avait, ils savaient clairement quand même que j'irais pas. Donc là, c'était vraiment, elles étaient que 3-4 le matin pour celles qui bossaient pas ou qui pouvaient se libérer. Ou Ouais. sinon, par contre, pendant les vacances scolaires, j'y étais 2 fois par jour, ouais. Ouais. Et du coup, tu as fait ça en 2 ans, top chrono, pile En 2 ans parfait. tout chrono, 2 ans plein, parce qu'à l'époque, on passait en septembre le BTS. Donc pareil, tu as les stages aussi, donc tu as la pression de trouver des stages dans ta ville. Enfin, au final, tout s'est goupillé parce que je me suis pris en avance, j'ai toqué à toutes les portes. Je pense que quand on veut, on peut, hein, c'est pas qu'un dicton, hein. Ouais. Et au final, tout s'est goupillé. En 2 ans, j'ai eu mon BTS et j'ai changé de club direct derrière. Et ouais, c'est la question que j'allais te poser, parce que quand tu fais 2 ans, en tant que basketteur, souvent enfin, tu signes des trucs de 1 an, c'est rare que ça arrive. Avoir des contrats plus longs, c'est déjà compliqué. Et toi, signant pour un BTS, il fallait que tu restes au moins 2 ans au Deux même ans. endroit, quoi. Et ouais. Donc ça a Ouais. été la pression aussi à l'intersaison de dire
toute façon, moi, j'ai pas trop le choix, je suis obligée de rester là. Et clairement, j'allais pas arrêter mon BTS. Donc, au final, ils le savaient. Bon, après, je sortais d'une bonne saison, donc bon, tu as toujours un peu le stress malgré tout. Et la meneuse titulaire partait. Et au final, je suis passée meneuse titulaire à ma deuxième année de BTS. Et j'ai fait une super saison et j'ai eu mon BTS et tout a roulé au final. Tout a roulé, ouais. Et le fait que tu étais installé et que tu avais des contacts à Saint-Étienne, ça t'a pas, enfin, t'avais pas envie de rester du coup pour pouvoir Bah, j'étais pas créer installée ton en truc fait. ici? J'ai fait juste mon BTS. J'ai jamais travaillé à Saint-Étienne en fait au final. Ah, d'accord. J'aurais pu avoir Mais un contact par rapport au stage que j'ai fait. ouais, Mais après, je suis partie. Puis j'ai bien fait parce que le club a coulé un mois après le début de la saison. Donc j'ai senti le truc. Je suis partie. Je sentais que, entre autres, et puis je suis partie aussi pour des raisons personnelles. Et j'ai changé de club après avoir eu mon ok, BTS et le club a coulé. Donc je suis partie sur Brive, moi, derrière. Et je me suis ouais. installée, du coup, à Brive. Et parce que oui, donc j'étudie avant les gens avant que je les interviewe et je crois que j'ai lu que tu avais créé ta boîte super tôt après la fin de ton BTS. Que très très vite tu as dit bon bah il faut Euh, capitaliser sur ça. j'ai eu mon BTS le 9 octobre. J'ai monté ma boîte, j'ai signé le papier à l'URSSAF le 19 octobre. 10 jours, ouais. Ouais, 10 jours. Parce que l'avantage, malgré tout, même si on ne gagne pas entièrement notre vie, je savais que j'avais le basket pour vivre, enfin survivre, on va plutôt parler comme ça. Et du coup, je me suis dit, j'avais un concept dans ma tête très clair. Je voulais faire du domicile à la base, enfin voilà, être en libéral, c'est ce que j'aimais, faire du domicile. Et du coup, je me suis dit, bah, t'as pas de temps à perdre, hein. De toute manière, t'y vas. Et je me suis inscrite et j'ai commencé, ouais, 2, 3 mois. Enfin, oui, j'ai fait ma boîte, mais le temps que tu t'installes officiellement, que tu te fasses connaître, j'ai dû avoir mes premiers rendez-vous début décembre, quoi. Mais du coup, juste pour comprendre les timings, si t'as terminé ton BTS en septembre, tu disais, puis que tu l'as eu en octobre, t'étais déjà parti à Brive pour signer Ouais, pour l'année prochaine. c'est Donc ça. comment ça s'est goupillé cette histoire? Donc en fait, T'as pu bah, quand t'entraîner moi et j'ai terminer? voulu, ouais, quand j'ai voulu changer de club, donc ils étaient au courant que je devais revenir en septembre pendant une semaine passer mon BTS. Donc le Ouais. championnat n'avait pas commencé parce que c'était la deuxième semaine de septembre ou première, je sais plus. Donc j'ai fait ma prépa tout août. Donc je faisais que bosser, je m'entraînais, je bossais. Enfin, tu passes l'été de toute manière à travailler. Enfin, en juillet, on avait un stage. En août, tu avais les révisions et tu passais en septembre. Et en septembre, je suis rentrée chez moi, enfin à Saint-Étienne, du coup. Et toute la semaine, j'ai passé mon BTS. Et à la fin de ma dernière épreuve, le lendemain, j'ai repris ma voiture et je suis repartie à Brive pour m'entraîner, Hmm. en Ça s'est gros. bien goupillé, quoi. T'as Ouais, pas ouais. été Non, embêté. non, et puis, enfin, pour le coup, enfin, franchement, le coach qui te dit non va pas passer ton examen quand même, quoi. Enfin, même si, Bah, enfin, excuse-moi, c'était entre guillemets que de la N1, j'ai envie de te dire, le coach qui te dit ça, bah, ouais, non, quoi. Enfin, je sais pas. ouais. Je pense que ça n'arrive pas quand même. Bah, surtout quand t'as passé 2 ans à travailler pour un truc, Ouais, ouais, tu dis bah ouais. Et non, tu puis, vas pas pouvoir finaliser tout ça. Bah, non, non, c'est clair. écoute, Donc, ça, c'est. ça a été, ça, Ouais. ça fait partie de la négociation au moment où t'as dit OK à Brief, tu leur as dit bon par contre je serai pas là à tel moment ou ça s'est Bah, je leur ai fait dit, ça a même pas naturellement. été une négo. D'eux-mêmes, ils ont dit, bah oui, c'est normal. En plus, Ouais, tu ouais. loupes aucun match, j'ai loupé un match amical. Enfin, c'est pas comme si je partais pendant des playoffs ou ce genre de choses. C'est-à-dire que c'était en pré-saison. Hmm. Euh, Enfin, ça a été même pas une négociation. Je leur ai dit, bah là, je suis pas là la semaine. Ils m'ont dit, ok, quoi. Ça, c'est pas aller plus loin. Ils m'ont dit, c'est normal, quoi. Hmm. Mm. Et du coup donc t'as dit tu t'es lancé dans le libéral pour aller directement accompagner des patients. Comment tu t'es associé avec quelqu'un ou t'as vraiment créé ton truc toute seule et essayé de créer ton réseau Ah non, de zéro? je suis allée solo, quoi. Vraiment, je me suis T'allais dit, toquer à la allez, porte? ouais, clairement. Je me suis dit, je vais essayer d'avoir le moins de frais possible. Donc, j'ai pas pris de cabinet. J'ai fait du domicile. Puis, je trouvais au Mhm. départ, ce qui a changé quelques années après, je trouvais le concept super bien parce que tu es chez les gens. Donc, bah, c'est tout bête, hein. Tu peux ouvrir les placards, tu vois comment ils vivent, tu vois ce qu'ils ont pour cuisiner, enfin, tu vois plein de choses. Donc j'avais zéro frais à part ma voiture. Et puis là, tu commences à faire la tournée des médecins pour te faire connaître. L'avantage qu'on avait, c'est que Brive travaillait avec le journal du coup le Sud-Ouest beaucoup.
avec un journaliste qui s'appelle Philippe Gonin, que je remercie et j'ai toujours contact avec lui, qui m'avait fait un gros article, c'était celui-là sur lequel tu es tombé d'ailleurs, un gros article dans le Sud-Ouest, Possible. parce qu'en tant que diététicienne, on n'a pas le droit de faire de la pub non plus. Donc on Ah a ouais? tourné ça en parcours, voilà, basketteuse, diététique, parce qu'on n'a pas le droit de se faire de la pub, c'est comme les médecins, les dentistes, etc. Donc il m'a fait un gros encart dans le sud-ouest. Et après, ben, faut taper à toutes les portes, toutes les assos. C'est énergivore. Mais au final, bah, voilà, j'ai commencé tout doucement comme ça. J'ai fait du périscolaire aussi. C'était la grande époque du périscolaire parce que mon club m'a pas mal aidé quand même à Brive pour trouver du travail. Mon club connaissait, bah, mon coach, il travaillait à la mairie aussi. Donc, dans le périscolaire, j'ai fait 2 ou 3 écoles. Et après, j'ai eu un mi-temps à l'hôpital de Brive en parallèle. Donc, Ok. enfin, voilà. C'était top. J'avais une bonne situation à Brive. C'était très, très bien, quoi. Cette énergie d'aller taper partout, en fait, c'est le temps que tu passais avant à réviser, étudier, aller en cours. En fait, tu l'as passé à aller chercher des gens. C'est ça. J'ai attendu très longtemps dans les salles d'attente, clairement. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ouais, mais bon, c'est le bouche à oreille. Alors maintenant, il y a les réseaux, hein, qui n'étaient pas en 2009, non, en 2013, pardon. En 2013, il n'y avait pas Instagram, il y avait Facebook, mais voilà. Donc c'est que, puis je maintiens que c'est que du bouche à oreille à l'heure actuelle. Ouais, je suis d'accord. À part si tu as 100 000 followers, non, sinon non. C'est que du bouche à oreille. Mais souvent, en plus, les gens, s'il y a quelqu'un qui connaissent qui leur recommande un praticien, mais peu importe quel type de... Si c'est Ouais. médecin, ostéo, kiné, ils font confiance. Si un de leurs potes, ça s'est bien passé, voilà. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis quand c'est ton médecin qui te dit, monsieur, madame, là vraiment ça va pas, il faut aller chez quelqu'un. Euh, je t'avoue que les premiers patients vraiment de médecin, tu flippes, tu te dis, il faut pas te louper quoi. Si ça fonctionne pas, là, c'est mort. Et j'ai eu la chance qu'au final ça s'est bien passé. Et après c'est un peu le bouche à oreille. Alors à Brive, hein, j'avais des patients, mais euh, c'était pas non plus débordant parce que, enfin, de toute façon, t'es jeune. En libéral, il faut au moins attendre 2 3 ans pour vraiment pouvoir en vivre correctement. ouais. Donc, mais bon, j'avais mon basket, j'avais mon mi-temps, j'avais mes petites consultes à côté, et puis ça roulait, quoi. Le tout, ça allait, quoi. Et puis, t'as changé de stratégie. Tu disais qu'au bout d'un moment, ça a commencé Les à domiciles. t'embêter, le Ouais. domicile. C'est les déplacements. C'est... Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ce qui est pas drôle, c'est que quand tu commences à être bien installé dans une ville, bah, tu changes de club. Ouais. Parce que, alors, c'est moi qui ai décidé de changer de club, hein, parce que je me retrouve à 24 ans, je me retrouve dans un projet à Brive j'ai envie de voir plus haut, ça ne me correspond plus. Donc, je prends la décision en mars de dire, bon, allez, je change. Donc, tu sais que tu vas démissionner de ton poste. C'est très dur d'avoir un poste à l'hôpital en tant que diète. Tu sais que du coup, ben, tout ce que tu as construit pendant 2 ans, bah, tu le mets de côté. Parce Mais qu'il à faut tout l'époque, reconstruire. je voulais tenter l'aventure basket plus haut, quoi. Donc je me dis, c'est maintenant ou jamais, c'est pas à 30 ans que ça va t'arriver. Donc je plaque tout et je vais à Rouen. Je vais à Rouen et à la base, à Rouen, j'ai cherché un emploi de salarié. Cherché un Ok. emploi de salarié, je me suis fait avoir clairement parce que je me suis fait plus ou moins pré-embaucher par une boîte au final qui n'a jamais ouvert. Donc j'ai perdu 2 mois et quand ça s'est passé, bah, je me suis dit, bah écoute, tu vas faire ce que tu sais faire, tu vas te remettre en libéral en fait. Et là, Ouais. j'ai eu l'opportunité avec le médecin de notre club, il y avait une maison de santé qui se montait à un quart d'heure de Rouen et dans des super bureaux, etc. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, tu vas te mettre avec des professionnels de santé, tu vas te mettre dans une structure, ok, tu vas payer un loyer, mais tu auras ton bureau. Et c'est vrai qu'en fait, le domicile, à la fin, c'est pas, enfin, c'est moins professionnel malgré tout. J'en ai fait un petit peu pour, tu sais, bah, les femmes qui ont des enfants. Je faisais quelques déplacements pour arranger,
Mais en Ouais. fait, le fait d'être chez eux, tu toujours dérangé, c'est tout bête, hein, tu les chiens, t'as le facteur, c'est tout con, hein. Mais au final, Ouais. ça partait dans tous les sens et je me suis dit: «Non, en fait, tu vas prendre un cabinet, tu vas faire venir les gens, ça va être de eux-mêmes». Déjà, c'est la démarche de se déplacer, de prendre au sérieux ce qu'ils font et cetera et du coup, je me suis installée là en cabinet. Tu sens que l'énergie que les gens y mettent dans le process d'aller te voir et de vouloir changer les choses, il est différent maintenant que eux font la démarche de venir au Ouais, cabinet? carrément. Ouais. C'est eux qui viennent, donc c'est dans leurs agendas, c'est quelque chose qui est calé et heu et c'est oui, c'est faire la démarche de passer la porte, qui est déjà une première étape dans la Ouais, bien prise en sûr. charge. Parce que enfin, bon, on en parlera après, il y a des différences entre est-ce que c'est thérapeutique, est-ce que c'est pour mincir, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles tu veux travailler avec quelqu'un comme toi, mais Ouais, euh, il y a le fait de se rendre compte que tu veux le faire, hein, qu'il y a un problème déjà, mmh, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, ça fait beaucoup d'étapes, et, euh, et puis c'est un sujet qui est un peu tabou aussi, enfin, tabou. ouais. Peut-être pas le mot tabou, mais où, voilà, il y a Si, des... si, c'est un peu tabou, les gens le disent pas, moi-même au sein d'un même couple, si la nana vient me voir, c'est souvent des femmes, elle me dit: «Mon mari est pas au courant». Ouais. Donc si, c'est tabou. Alors ça l'est de moins en moins, mais il y a des familles ou des femmes, c'est tabou. Et moi, j'ai des dames qui m'appellent maintenant, qui ont pris ma carte quand j'étais à Brive, hein. Ah Brive, ouais, elles y étaient jusqu'en 2015, hein. 7 ans plus tard, ouais. Et elles me disent: «J'ai jamais passé le pas». Ah ouais, mais je suis plus là. Donc j'ai toujours le même numéro, mais je suis plus là. Donc tu as une démarche entre, OK, ou mon médecin me donne la carte, ou OK, je sais qu'il faut que j'y aille et en fait, vraiment, j'y vais. Il y a une grosse, Ouais. il y a une grosse, mais quand même, je trouve de moins en moins parce que, voilà, c'est une c'est un des métiers qui est, je pense, diabolisé parce que diététicienne égale régime pour tout le monde, comme psychologue égale malade, alors que non. Ouais. Et donc ça, je pense qu'on a souffert un peu de ça au départ et que maintenant, enfin ouais, du coup, ça se dédiabolise, je sais pas si ça se dit, mais beaucoup. Et les gens viennent plus. Et puis les mutuelles remboursent plus. Enfin, voilà. Et puis on voit très bien qu'il y a, même si on est dans un pays qui est clairement pas très bon dans le terme de prévention, on va pas se le cacher, les gens prennent quand même de plus en plus soin d'eux. Ouais. Et voilà. Mm. Et tu penses que c'est dû à quoi la différence, le fait qu'il y ait eu une évolution? Parce qu'on en parle plus. Parce que c'est plus connu et que les réseaux, pour le coup, nous aident bien et on ne passe plus pour les méchantes qui mettent, les méchantes ou méchants, hein, parce qu'il y a des hommes, qui mettent les gens au régime, en fait, au régime strict. Ouais. Parce que, voilà, même si certaines et certains se sentent au régime, ils voient très bien en sortant de chez nous, en tout cas de chez moi, bah non, en fait, qu'ils ne sont pas au régime. Et en fait, c'est ça, quoi. Ça, enfin, je pense qu'en plus, c'est un sujet qui touche tout le monde, parce qu'on peut parler de la nutrition d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue quotidien, enfin, on mange tous. Moi, Ouais, je suis comme toi, j'aime bien manger. Et donc, faut savoir. Enfin, voilà, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Et tu as toujours effectivement la peur de dire, mais il y a tellement de problématiques en fait ouais, entre les intolérances, entre ceux qui veulent manger moins sucré, entre ceux qui veulent pouvoir prendre de la force, entre ceux qui peuvent pas forcément s'acheter certains produits ou qui ont peur de certaines choses, qui ont des idées reçues. Enfin, ça fait ouais, quand même beaucoup de trucs à gérer pour ouais, toi. Et j'imagine que les gens, ils arrivent avec plein d'idées reçues ouais. qu'il faut... La première étape, c'est même pas de commencer à lui dire qu'est-ce que vous faites vous, c'est ok, parlez-moi un petit peu que je vois qu'est-ce que vous... Enfin, sur quoi vous avez des idées reçues, quoi. Ouais. En fait, oui, moi je vois parce que j'ai 9 ans du coup de pratique et enfin, ça commence à faire. Parce que souvent les diètes elles se mettent en libéral plus tard, mais donc j'ai 9 ans de libéral et c'est vrai que quand je me suis installée, j'avais essentiellement de la perte de poids, et un peu de diabète. C'est Ouais, de la perte de poids, de la perte de poids, de la perte de poids. Et même il y a des choses, j'ai envie de te dire, il y a 9 ans que je n'aurais pas géré comme je le gère aujourd'hui, parce que j'avais pas les connaissances d'aujourd'hui, parce que j'ai fait plein de formations entre-temps. Et sauf que maintenant, ouais, on gère énormément aussi de perte de poids en libéral, c'est quand même le fond entre guillemets de commerce. ouais, Et on a de plus en plus, ben moi en plus je suis dans le sportif, donc de plus en plus de sportifs. Donc comme tu dis, le sportif c'est pour perdre du poids, mais c'est aussi pour prendre de la masse, ou juste enfin, comment je dois gérer mon truc.
juste savoir, en fait, manger, hein. Ouais. C'est bête à dire, mais c'est savoir manger. Et tu as de plus en plus tout ce qui touche aux hormones aussi. Donc tout ce qui est endométriose pour les femmes, donc on en entend de plus en plus parler, mais je pense qu'il y a 9 ans, il y en avait autant, mais sauf qu'on mettait pas de mots dessus. Ouais. Tout ce qui va être thyroïde, tout ce qui est, ouais, ce qu'on appelle les SOPK, là, enfin, il y a de plus en plus de pathologies qui est liée à notre environnement et comment on mange depuis des années et dans quel environnement on vit depuis des années. Ça, Des choses nocives qu'on a ouais, ingérées depuis longtemps et qui c'est font que clair. paye le prix maintenant. Ouais. Et puis des contraceptifs qui marchent pas pour les femmes. Voilà, la pilule, hein, c'est pas une légende. Alors, je suis pas contre la pilule, loin de là, hein, mais il y a des femmes, ça leur va pas du tout. Enfin, il y a énormément tout ce qui Ouais. est hormonal qui rentre en compte maintenant, ouais. Et du coup, ben, t'arrives et t'as plein de profils différents. T'as la personne qui va arriver en mode je sais tout, mais je viens quand même. Puis tu te rends compte qu'elle sait pas grand-chose. C'est pas méchant, mais en gros, je comprends pas, je maigris pas, mais je fais tout bien. Tu te rends compte que non, en fait, parce qu'en effet, il y Ouais. a des idées reçues. Et puis, tu as la personne qui arrive, qui dit clairement, je sais que ça va pas, mais je sais pas où, je sais pas comment, et qui boit tes paroles pendant 1, 2 heures aussi. Et puis, t'en as qui connaissent quand même les sportifs, malgré tout, il y a quand même un petit savoir maintenant. Donc, c'est juste Ouais. appuyer et aider, bah oui, dans le choix de certains produits, dans certaines stratégies alimentaires, il y a tellement aussi un marché des compléments alimentaires qui explose qu'il faut savoir s'y retrouver. Ouais. Il y a Ouais, parce qu'il y a apprendre beaucoup de le marketing fait beaucoup aussi, où on te dit: «Ouais, c'est comme ça va te faire ça va te faire ça». Ah ouais, mais moi ça je le veux. Non mais d'accord, ouais, mais le complément, il dans le mot complément alimentaire, il y a complément et il ouais, vient compléter le reste. ouais, Donc faut savoir quoi chercher, quel type de produit, venir voir d'où ça vient ouais. aussi. C'est les mêmes problématiques que tu as dans la nourriture au final, c'est les mêmes questions que tu dois te poser. Ouais, et puis on arrive maintenant à la génération Instagram où il y a des sportifs qui ont des sponsors. Et des moments, les sponsors, c'est pas les meilleurs. Donc tu dois aussi te caler à ça et aux obligations de sponsors. Comment enfin, la méthode me paraît très très intéressante. Tu vois, moi une fois j'ai eu la chance d'être dans des clubs quand j'étais jeune, de voir comment ça travaillait, grâce à mon papa entre autres. Ouais, Et une fois j'avais vu ils avaient fait la démarche d'aller chercher un chef pour aider les filles à mieux se nourrir tout simplement. Et ça m'avait intéressé, donc j'avais posé la question, par où on commence en fait? Par ouais, où on révolutionne la vie de quelqu'un sur comment il mange? Et des années d'habitude en fait. Et encore ouais, plus dans le monde du sportif, où un truc que t'as pas dit, mais je pense que c'est important de le dire, par rapport à tout ce qu'on a dit, je m'entraîne, machin, truc, je suis fatigué physiquement, je suis fatigué mentalement, et ben j'ai pas forcément envie de faire des efforts ou de cuisiner, ou j'ai pas le temps de cuisiner, et donc forcément, il y a plein de questions. Comment je fais pour aller vite, mais en même temps bien, tu vois? Et c'est pas forcément contradictoire, mais il faut le savoir. ouais. Du coup, comment on commence? On commence par la personne, j'imagine, parce que enfin, qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Qu'est-ce que je fais avec mes sportifs? Donc oui, déjà, tu déjà qui il est, comment il vit, avec qui, est-ce qu'il sait cuisiner, quel est son passé au niveau de son poids, quelle est sa relation à l'alimentation. On a des sportifs avec un peu des troubles alimentaires, hein, faut pas se le cacher non plus. Mmh. Donc on part sur qui est ce qu'il est. Et après, on va très vite, souvent, sur ben, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux, pourquoi, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que. Voilà. Moi, souvent, les sportifs, ils viennent me voir et ils me disent j'aimerais prendre du muscle. Ok. Je leur dis mais tu sais que si tu veux prendre du muscle, il faut prendre du poids. Ah non, non, non. Alors non, donc on leur explique, bah, après voilà, hein, on leur explique, ben, si tu veux vraiment augmenter ton volume musculaire, il faut faire ce qu'on appelle une prise de masse, donc il faut prendre du poids, comme son nom l'indique. Donc tu vas prendre du poids et du muscle, et après, on va faire ce qu'on appelle du coup une sèche, et on va sécher, entre guillemets, le gras que tu as pris en conservant ton muscle. Et là, tout de suite, de moment, ils changent d'avis. Non, du coup, je veux plus. Je veux pas prendre de poids. Bon, ok.
Donc, tu veux t'affiner, voilà, perdre peut-être le surplus que tu peux avoir. Oui, donc on va plutôt partir sur ça. Donc déjà, en fait, c'est leur expliquer comment leur corps marche, comment il va falloir faire et quelle est la démarche qu'ils vont devoir mettre en place. Et après, des moments, il y en a qui rentrent dans le truc parce que c'est vraiment ce qu'ils veulent. Et puis, tu vois des objectifs qui vont se transformer. Et puis, bah, après, une fois que tu as fait les objectifs, tu pars dans ce qu'on appelle l'enquête alimentaire. C'est vraiment leur demander, ben, toi, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu manges? Comment tu fais? Matin, midi, soir, collation, match, ça dure un moment. Le premier rendez-vous dure plus d'1 heure, hein. Tout, est-ce que tu prends en effet des compléments alimentaires, quand, qui, chez qui, pourquoi, etc. Donc je vérifie tout aussi. Et une fois qu'on a posé les bases et qu'il sait comment son corps marche, parce que je pars du principe que si, enfin moi c'est ma vision, si on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne le fera pas. C'est comme Ouais, dire je suis assez quand d'accord. quelqu'un fait du vélo, si tu lui expliques pas comment, il va pas y arriver. Ben, c'est pareil. Donc, je lui explique bien, on leur explique ben, les protéines, qu'est-ce que ça fait, les glucides, qu'est-ce que ça fait, les lipides, qu'est-ce que ça fait, pourquoi il faut bien manger avant, pendant, surtout après, etc. Et là, déjà, ça commence à gamberger. Nanana. Et puis après, tu as les freins, en effet. Sans faire de clichés, tu as des garçons qui sortent de centres de formation qui se retrouvent dans leur appart, alors qu'ils ont été à la cantine pendant 5-6 ans, même des filles, hein, mais un peu plus les garçons pour le coup. Bah, c'est pas de steak à tous les repas, parce qu'ils ne savent faire que ça. Clairement, Mhm. c'est pas un reproche, hein, c'est que voilà, on les a habitués à ne pas faire à manger pendant des années. Donc, qu'est-ce que tu as chez toi, etc. Et donc, bah, ça part en débat de, ben, on va partir sur la base, faire cuire des légumes, faire cuire ça, des recettes, des menus, tu les accompagnes. Manger équilibré, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 10, hein. C'est savoir faire cuire des légumes, des féculents, un petit peu de protéines, savoir bien choisir les produits, et ça roule, quoi. Mais ils ont l'impression, comme tu dis, je vais jamais avoir le temps, j'ai pas envie, etc. Donc c'est là que tu rentres dans la négociation entre guillemets d'objectifs. Bon, si tu fais ça, est-ce qu'on fait ça? Est-ce que tu fais ça? Non, vas-y, commence par ça. Tu donnes des astuces, des trucs comme ça, et puis ils se rendent compte que c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Au final, c'est pas si compliqué que ça. Alors c'est vrai que quelqu'un qui n'aime pas du tout faire à manger, c'est plus compliqué, faut pas se le cacher, mais à un moment donné, je leur dis, et je suis sincère, si tu te mets pas un minimum en cuisine, tu n'arriveras pas. Pour tout le monde, soit Ouais. sportif ou pas sportif, si vraiment la personne, elle achète que des trucs tout faits, bah, tu n'arriveras pas à ton objectif. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est ça, c'est de la négociation et pendant 1 heure et quart, tu t'apprends à connaître la personne, tu vois ce qui est le plus facile à changer pour lui au départ. Et au cours des suivis, ben, tu rajoutes des choses en fait. Et puis, il y a des Et tu sports commences doucement. tout changer d'un coup et ça les dérange pas, quoi. Ouais. Ça passe bien, quoi. Mais au final, cette première réunion que tu fais, enfin, c'est pas vraiment c'est pas Ouais. une réunion, mais c'est le premier échange avec la personne, c'est un peu comme un échange avec un psychologue, en fait, où tu arrives et tu te livres sur qui tu es, sur ce que tu veux, Ouais. sur ce que tu aimerais améliorer. Prise de contact, on voit si ça match, Bah oui, il y a etc. ça Et aussi. puis Ouais. ensuite, on dit, OK, bon, bah, Mm. comment on travaille. C'était déjà arrivé, alors, t'as dit plein de trucs intéressants, j'y reviendrai après, mais ça t'est déjà arrivé de pas matcher avec quelqu'un, c'est-à-dire que de commencer à dire des trucs et de sentir que ça marchait pas parce que il appliquait pas ou parce que le courant passait pas ou... Ouais, il y en a, tu le vois assez rapidement, hein. Certains, tu fais la première consulte, tu donnes un suivi. Au pire, ils vont venir au premier suivi, mais tu vois que derrière, ils vont lâcher. Tu as des profils. Ouais. Bah, encore une fois, j'ai rien contre les hommes, mais souvent les hommes, tu sens que, là, pas forcément le sportif, je parle plutôt de la personne qui veut perdre du poids un peu entre guillemets lambda, à part s'il y a s'il y a un enjeu de santé derrière. Si vraiment la Ouais. personne elle vient de faire un infarctus ou un AVC, hein, ou diabète, tout ça, quand il y a un enjeu de santé, ils s'y mettent plus. Il et elle, hein. Mhm. Euh, Ouais, ouais. Quand il n'y a pas d'enjeu de santé véritable, mais juste physique, je veux perdre du poids parce que voilà, la quarantaine, la cinquantaine, etc. Et que tu commences à leur expliquer que vraiment ça va être compliqué de perdre du poids en mangeant une entrecôte tous les jours, des chips et du vin et de la bière tous les jours, ils te regardent avec des grands yeux et tu sais que ça va être compliqué pour eux et qu'ils vont pas Ouais, tenir ouais. sur le long terme. Mais bon, à ce moment-là, tu es obligé de leur dire quand même que c'est pas possible. T'as beau essayer de négocier tes 3 bières au lieu de 7 dans la semaine ou tes 4 bières au lieu de 7, il y en a, c'est pas possible.
Donc en fait, ils aimeraient maigrir sans rien changer, mais ça, là, tu sens que ça T'as va pas une pas. méthode magique, toi? T'as Non, pas une petite baguette pour toujours pas, pouvoir... Non? Non, toujours toujours pas. pas? J'aimerais bien, super riche. Tu Tout le monde m'étonnes. viendra me voir. Mais non, et tu sens, oui, des moments où il y a des gens qui peuvent être assez fermés, et là, tu te dis, bon, c'est peut-être ma tête qui leur revient pas, ça peut, hein, où tu as des gens qui viennent et qui ont déjà vu une diététicienne et qui te disent, ça n'a pas matché pour X ou Y raison. Donc tu sais que déjà, ça Ouais, n'a pas matché avec une, donc tu te dis que peut-être potentiellement, ça ne matchera pas. Après, globalement, quand même, ça m'arrive très peu. ouais, Si ok. les gens arrêtent parce que pas forcément ça ne matche pas, mais parce qu'il se passe quelque chose où au final ils n'étaient pas plus motivés que ça. Si Ok. vraiment la personne elle est motivée, elle continue quoi. Ok. Je vais revenir à un sujet que tu as dit au tout début, quand tu as parlé d'objectifs. Tu as dit je demande leurs habitudes, etc. Mais tu as aussi demandé où ils vivent avec qui. Ouais, C'est important parce que pour savoir quoi? Pour savoir si c'est eux qui cuisinent ou pas, ou si ils doivent suivre des habitudes aussi d'une seconde personne tierce qui n'a pas c'est ça. forcément les mêmes motivations qu'elle. Mm. Ouais. C'est savoir s'ils ont des enfants aussi, parce que ça prend du temps. Hein, Bah ouais. c'est ouais, je demande l'environnement familial pour savoir en effet qui cuisine. Est-ce que la personne, est-ce que la moitié va suivre la démarche? Comme je te disais, il y a des femmes, elles ne le disent pas à leur mari. Je leur dis, ça ne tiendra pas sur le long terme, c'est pas possible. Ah ouais, parce que si tu peux pas faire des efforts sur ce que tu cuisines quand tu cuisines aussi pour une autre personne qui va À un moment râler, qui va donné, dire non voilà, mais si tu as la contrainte en plus de faire 2 repas, tu vas lâcher. Enfin, à un ouais, moment donné, c'est à part si enfin voilà, si la personne est retraitée, c'est aussi plus de temps pour cuisiner, plus de temps pour aller faire tes courses, tu vois, donc tu prends la chose différente. Mais si c'est la femme active ou le mec ultra actif, 3 enfants, une femme, etc., bah, tu vas peut-être lui en demander moins. En tout cas, pas au départ. Lui dire, bon, bah, on va se centraliser, je sais pas, sur le petit déjeuner et un peu le soir, ou tu vois, des choses comme ça. Mais oui, c'est pour savoir dans quel environnement. Si la personne. Alors, souvent, la personne qui ne cuisine pas du tout, qui est en couple, il y a la moitié qui vient avec, qui cuisine. Et je demande à ce qu'elle vienne parce que c'est elle qui va faire quand même le gros du travail. Donc, ouais, souvent, c'est à deux les consultes dans certains cas. Et voilà, et c'est l'ambiance familiale. Enfin, une mère de famille, 3 enfants, si le papa est pas trop là, bah, on va aller au plus simple, quoi. On va aller au plus simple. ouais, Donc, il faut que tu prennes en compte aussi ça. Tu ne demanderas pas la même chose à une trentenaire toute seule ou un trentenaire tout seul qui a ses habitudes qu'une mère de famille avec 3 enfants et un mari, quoi. Ou ouais, un je comprends. mari, hein, inversement. Hein. Je parle souvent au féminin parce qu'il y a quand même plus de femmes, mais c'est pareil pour les hommes. Hein. Ouais, 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 je comprends. Tu parlais des objectifs. Est-ce que les objectifs que tu as, toi, entre la population sportive que tu as et la population non sportive, est-ce qu'ils sont si différents que ça? Non, Non. non. Non, non, parce Ok. que c'est toujours une recherche malgré tout Alors, ce qui peut être un peu différent, c'est la recherche de la performance, qui est dans un groupe et pas dans l'autre. C'est-à-dire que le sportif, il y a cette recherche physique, de silhouette, mais il y a aussi la recherche de j'aimerais me sentir plus tonique, moins fatiguée, ou je commence une préparation muscu un peu chargée, comment tu peux m'accompagner par rapport à ça, parce que j'ai envie d'avoir des résultats, etc. Donc, tu as la recherche de la Ouais. performance qui est très ancrée chez les sportifs, parce qu'on nous demande de performer, de performer, de performer. Hein. Et pour la personne qui ne fait pas de sport, tu as plus la recherche de silhouette, de mieux-être, parce qu'elle y est de plus en plus. Les gens me disent, je ne sais pas quel poids je veux faire, je veux juste me sentir mieux. Et ça, déjà, quand tu commences une consulte comme ça, tu sais que ça va bien se passer. Entre la personne Ouais. qui est fermée sur je veux faire 62 kg et demi et la personne qui te dit je veux juste être plus à l'aise, manger mieux, être moins fatiguée et puis inculquer à mes enfants aussi le bien manger. Là, moi j'adore, c'est régalade quoi. Franchement, elles sont Mais, ultra ouvertes, elles sont pas à se peser tout le temps, mais voilà, faut prendre, voilà, c'est aussi le métier de prendre toutes les personnes et les personnalités. Donc, si tu veux, t'as la même recherche de mieux-être, mais tu as le côté performance pour le sportif qui ne sera pas pour la personne lambda. ouais, ouais, je comprends.
Mm. Tu parles souvent de elle, tu as fait plusieurs fois depuis qu'on a commencé la différence entre hommes et femmes, Ouais, hem, parce qu'il y a des spécificités, alors tu l'as dit, de qui sont de l'ordre habituel. C'est-à-dire ouais, que, bah, en majorité, c'est quand même, la femme qui cuisine dans le genre de situation que tu as eu. Mais donc on fait un repas pour 2 personnes qui ont des besoins alimentaires différents. Enfin, quel type de spécificité t'as du coup pour les femmes et comment tu fais pour gérer ce genre de truc quand t'as un repas pour 2 ouais. personnes qui ont peut-être pas besoin de la même chose? Alors, ce que j'essaye d'ancrer dans la tête des femmes, on s'oublie énormément dans un couple et dans une vie de famille, ça faut pas se le cacher, c'est-à-dire que c'est Ouais. les autres avant soi. C'est pour ça souvent que des femmes ne sont pas bien dans leur corps et prennent du poids, etc., hein, ça on ne va pas se le cacher non plus. Euh, Ce que je leur dis, c'est qu'elles ne sont pas au régime. C'est-à-dire que si elles se trouvent au régime, c'est qu'autour d'elles, les gens ne mangent pas bien. Et c'est ce que je dis à tout le monde, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous allez faire un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire que vous allez bien manger, vous allez vous sentir à part parce qu'autour de vous et dans la société, on ne mange pas bien. Donc ça, il faut bien faire déjà la différence. Et après, je les rassure très rapidement il n'y aura pas deux repas à faire. Et c'est là qu'il y en a certaines qui paniquent en disant oui, mais moi, mon mari, s'il n'a pas sa viande rouge le soir, c'est un cliché, hein, mais s'il n'a pas sa viande rouge le soir, ça ne va pas le faire. Et c'est là que la négociation rentre en est-ce que votre mari il est au courant que vous êtes ici? Comment il perçoit la chose? Et il y en a, elles vont me dire non, il va comprendre, on va en parler, on va voir ce qu'on peut faire. Après, voilà, ça arrive de temps en temps. Et souvent, ce que je leur dis, ça les fait rire et ça les plaît pas, ça leur plaît pas souvent. J'ai votre mari, il cuisine? Non. J'ai bah, s'il a envie de manger de la viande rouge, il se fait sa viande rouge. Et puis voilà. Et puis vous, vous faites de la viande blanche pour vos enfants, pour vous. Et lui, il se fait cuire son steak et puis basta. Alors, il y en a, elles le font d'elles-mêmes. Des moments, elles font pas deux repas différents, mais un petit peu différents. Et ça les dérange pas. Mais globalement, c'est un même repas pour tout le monde. Donc, il faut bien leur mettre ça en tête que elles sont pas différentes. Par contre, en effet, leurs maris ont des besoins supérieurs de par le fait que ce soit des hommes, en fonction du travail que fait leur mari, en fonction de l'activité physique de leur mari. Mais la base de l'équilibre alimentaire, ça c'est pour tout le monde la même. C'est les quantités qui vont varier. Et après, c'est en fonction de la spécificité. Si la femme, en effet, elle a de l'endométriose, elle a des soucis de thyroïde, de diabète, tout ce genre de choses, bah, il y a des petits plus à ajouter à certains repas, quoi. Mais la base, elle reste la même. Et après, c'est juste une histoire de communication au sein du foyer et de la famille, en fait. Et du coup, tu leur dans les astuces et les implémentations, tu leur donnes des repas à faire, des recettes ou ça dépend? Ça dépend. Ouais. Ça dépend? Ouais. Il y a des gens qui savent très très bien cuisiner et ils n'ont pas besoin d'aide. C'est juste le programme qui va les intéresser avec vraiment la quantité et ce que je mets à quel moment de la journée. Mais après, en termes de cuisine, de recettes, de menus, il y a des femmes exceptionnelles qui savent tout faire, qui sont ultra bien organisées, il faut quand même dire. Et puis quand tu vois que c'est compliqué, qu'il n'y a pas d'idée, que ah ouais, mais comment, tu vois, dans la consultation, quand elles te disent ah ouais, mais comment on fait ça? Si elle te... Mais ah, et bah, du coup, tu vas proposer à la fin de la consultation, est-ce que vous voulez des menus pour vous donner des idées? Moi, j'ai un blog avec pas mal de recettes, donc elles vont piocher dedans aussi. Ou après, je leur envoie des liens sur des sites où tu as des recettes qui sont saines, etc., pour qu'elles aillent un peu s'aider. Ou il y a des bouquins maintenant aussi, enfin, il y a plein de choses, quoi. J'ai plein de questions, je suis désolé, hein, mais Vas-y. comment tu trouves, tu vois, je réfléchissais, tu parlais tout à l'heure et j'ai besoin de leur expliquer, tu vois, la notion de théorie, Oui. tu vois? Donc les glucides, les lipides, voilà, pour qu'ils aient au moins une base. Mm. Néanmoins, c'est quand même, enfin, ça c'est la théorie, mais c'est loin de la réalité des produits, Ouais. tu vois? Comment t'arrives à dire: «Bon, OK, la théorie c'est ça», mais à le relier à ce qui se passe concrètement quand ces gens-là, Bah, ils tu trouves décident de soit le supermarché. Ouais. Tu trouves des métaphores. Après, je leur donne un dossier où tout est bien expliqué. Parce qu'à un moment donné, comme tu dis, il faut parler le même langage, sinon ça ne fonctionne pas. Comme Bah un ouais. entraîneur, s'il parle pas, ça ne fonctionne pas avec ses joueurs, c'est pareil. Donc, il y en a, ils sont un peu au courant. Et puis, sinon, il faut poser les bases dans tel type d'aliment, vous allez trouver ça, ça va vous donner ça, de l'énergie, de la force, etc. Dans tel type, il y a ça, ça va vous donner ça. Voilà, je donne beaucoup de métaphores et d'images
Et au final, pour le coup, ça rentre assez rapidement. C'est-à-dire, souvent, les gens Ok. font, OK, donc il faut ça, 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 ou je les compare à une voiture. Les glucides, c'est l'essence, les protéines, c'est ce qui fait la carrosserie, enfin, tu vois, des trucs comme ça, tout bête. Et du coup, hop, ils mettent en forme et ils se disent, bon, OK, à chaque repas, il faut que j'ai ça, ça, ça. Je leur donne un document où vraiment il y a tout, ils le lisent, ils l'ont avec eux, et du coup, hop, ils savent quand ils font les courses. Alors, au début, hein, la première fois qu'ils refont les courses, ils prennent 3 heures pour faire leurs courses. Mais ça, hein, quand tu dois enlever 10 ans de mauvaises habitudes, on est tous pareils. Hein. Tu rentres dans une grande surface, tu sais où tu vas. Hein. Souvent, on fait le même trajet, on prend les mêmes aliments, etc. Donc ça va très Les vite. mêmes marques. Les mêmes Ouais. marques, on s'arrête un peu en tête de gondole, on regarde quand même les promos, mais souvent, c'est le même trajet. Quand ils sortent de chez moi, donc tu as la team, j'ai vidé mes placards, comme ça je vais faire mes courses. Il y en a beaucoup qui font ça avant de venir, genre elles n'ont pas fait leurs courses ou ils n'ont pas fait leurs courses. Et t'as la team, ah mais il me reste encore plein de trucs dans mon placard, je vais pas gâcher. Bah non, finissez ce que vous avez dans les placards et puis prochaine course, vous ferez attention. Et Ouais. bah, c'est prendre un autre chemin dans les grandes surfaces, regarder ce qu'il y a autour de ce qu'ils ont. Donc les premières courses sont un peu compliquées, enfin prennent plus de temps. Mais je leur Ouais. dis, une fois que vous êtes carré sur un chemin, ça va être comme la première fois. Hein. Vous allez faire toujours le même et vous n'allez pas perdre de temps. Les 2, 3 premières fois, ça peut être un peu plus long, quoi. Ouais. Donc c'est ça, c'est essayer de vraiment parler le même langage et ben il y a des personnes ultra calées, donc tu vas pouvoir parler vraiment scientifiquement parlant des choses, et puis tu as des choses qui ont un peu moins de savoir, et du coup ben ouais, tu mets des images, tu mets en forme, voilà. Puis c'est tout bête, hein, mais tu as Ok. des gens qui savent pas lire non plus. Donc là, tu fais des Hmm. images, des grosses assiettes, et tu mets des images dedans, et tu fais au lieu de mettre des quantités, tu mets des quarts d'assiette, des demi-assiettes, etc. Donc, parce que dans le Pays Basque, on a beaucoup d'Espagnols et de Portugais. Donc leur donner des Ouais. documents en français, ils vont te regarder comme ça. Non. Donc, faut t'adapter. Faut t'adapter. T'as beaucoup d'Espagnols qui viennent? Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, ouais. Alors, il commence à parler, tu sais, du Du franc fragnol. espagnol, quoi. Il y a un peu des deux Ouais. dans la discussion. Il y en a très vite qui te disent ah ouais, enfin non, moi, lire le français, c'est encore très compliqué, donc tu passes plutôt aux images. Il y en a, oui, je lis pas trop, mais mon mari sait lire, ou ma femme sait lire, ou les enfants qui sont scolarisés depuis plus longtemps savent, et du coup, il y a de l'entraide aussi, quoi. Ouais, je comprends. Mm. Je comprends. On a beaucoup parlé des gens, enfin, individuellement, tu vois, qui font la démarche. On va passer un peu plus du côté sportif. On a beaucoup mélangé depuis tout à l'heure, mais là maintenant, j'ai des questions un peu plus sport. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler avec des entraîneurs ou des présidents, directeurs de club pour Mm. industrialiser, automatiser ça? Ou c'est pas encore dans les mœurs? Non. Non. J'ai fait une intervention dans mon club à Roanne pour les minimes et les cadettes. J'ai pris en charge quelques jeunes joueuses dans certains clubs, mais vraiment pas beaucoup. J'ai certaines de mes coéquipières qui sont venues me voir, mais encore une fois, c'est très minime. Mais jamais on m'a appelé. Et pourtant, j'ai fait la démarche hein, auprès de Ouais. clubs basket ou foot ou peu importe hein, dans la région. Hein. Jamais quelqu'un m'a appelé, un président m'a appelé ou un directeur ou un coach m'a appelé en disant bah, est-ce que vous avez 2 heures? On parle de ça, quoi. Et jamais. Parce que je te parle même pas de faire un suivi, peut-être pas Mm. quotidien, mais sur l'année, qui je pense serait une vraie valeur ajoutée et un vrai truc intéressant. Mais même tu vois, j'ai que le mot en espagnol qui vient, des Juste une charlas, intervention, expliquer. voilà, des Juste, interventions. voilà. Ce que j'avais fait, c'est juste une intervention. Tu prends 2 heures, un mercredi après-midi, avec tout ton centre de formation, tes joueuses, ou même tu banalises un entraînement, mais ça, on n'y est pas encore. Euh, Ouais, Juste parce que je pense qu'ils ont plein de questions aussi. Et alors, ils vont peut-être les chercher sur les réseaux, tu as de tout sur les réseaux. Et juste se poser 2 heures autour d'un pauvre petit PowerPoint, etc. Alors, je te dis une bêtise.
il y a 2 jours, mardi, j'ai fait une intervention au sein d'un... Je fais 2 bêtises. Oh, ils vont m'en vouloir s'ils écoutent. Il y a une agence de joueuses qui s'appelle la G Agency. J'ai fait une intervention mardi matin en visio pour leur camp. Elles étaient en camp. Donc j'ai fait ça mardi matin et je monte à Limoges début août pour faire ça dans un camp aussi, le Quent Camp, qui est mené par Édouard Choquet. Et, mais à part ces deux, on va dire, en amont, je vais revenir quelques mois en arrière, j'ai jamais eu de demande. Et Ok. pourtant, à chaque fois que je vais dans une nouvelle ville, en plus je suis sportive, donc les gens me connaissent un peu. Le sport, tu rencontres quand même du monde, tu sais que tu es diète. J'essaye toujours de passer un petit peu dans le journal, histoire de, voilà, de faire connaître. Jamais on a mis ça en avant, quoi. En tout cas, dans le sport amateur, non. Dans le sport pro, rugby, il y a énormément de diètes, de plus en plus, pour le coup, parce qu'il y a énormément Ouais. de compléments, on va dire, au rugby. Dans le basket, j'ai pas connaissance qu'il y a un club qui est entre guillemets embauché, ou même de manière partielle une diète. Mais peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai Non, jamais eu ça me dit rien. j'ai jamais eu la Ça- démarche. Par contre, il y a de plus en plus d'agences de joueurs qui se montent, qui font des choses enfin qui font plein de choses, tout ce qui va être réseau, psychologue, préparateur mental, et ils incorporent la diète de plus en plus. Donc moi, je suis en partenariat, entre guillemets, enfin, je bosse avec 2 d'entre elles. Donc, des moments, j'ai des sportifs qui font la démarche de ouais, bah, j'aimerais bien en fait avoir un suivi, quoi. Ouais. Mais Ouais, c'est pas encore ça. intégré. Ouais. Ouais, Ouais, surtout déjà, dans le sport co. Un peu plus dans le sport individuel, sport co, c'est un peu visuel. plus compliqué, je trouve. Ouais. Mm. Bah, déjà, t'as parlé d'Edouard, je le salue parce que je l'ai eu dans le podcast. On avait parlé de ça justement, que lui, il avait manqué, il avait manqué de ce genre de choses, quoi, où il avait pas forcément des infos, il avait Ouais, été obligé de piocher et il a envie d'essayer de faire en sorte que les gens ils aient contact avec des personnes parce qu'il y en a plein qui n'ont mm. pas conscience qu'ils en ont besoin. Donc c'est vrai que c'est des démarches, mais enfin, la démarche d'un point de vue joueur, je la comprends, d'un point de vue agent où tu as envie que ton joueur soit dans les meilleures conditions, je la comprends aussi. Mais au quotidien, en plus avec mais tu vois, c'est des genres de trucs qui sont ponctuels, etc. Travailler. Et toi, tu travailles au quotidien avec des sportifs, du coup? Alors, ça va pas être au quotidien, mais j'en suis, ouais. Ouais. Mm. Et c'est toujours partie de eux ou de l'agence, du coup? Ouais, Ouais. mais jamais de l'entraîneur. La- Ouais. L'objectif, quand ils viennent, tu le disais, c'est similaire aux gens qui sont pas forcément sportifs. Euh, Il y a des spécificités quand même, notamment pour les matchs, etc. Ça, c'est une question qui revient souvent. Tu vois, j'ai posé des questions un peu aux gens, savoir ce qu'ils voulaient Mm. savoir sur la nutrition. Qu'est-ce que je fais avant un match, le midi d'un match, euh, pendant un match? Ça te fait marrer. Ouais, C'est des questions que tu as parce que souvent. c'est tout le temps la question, mais comment je mange? Avant, pendant, après. Mais tant mieux si on se la Ouais. pose. Mm. Ouais, Euh, et Dis-moi. parce que y en a qui ont des trucs, tu vois. Moi, il faut surtout pas que je mange pendant le match parce que sinon, nanana. Euh, t'as des. C'est pareil, ça aussi, c'est adapté par personne que tu fais ou il y a quand même des règles génériques? Alors, tu vas avoir la règle générique et encore une fois, la théorie, comment ton corps marche, ce qu'il a besoin, etc. Puis tu as la pratique. Il y a des gens, clairement, ils n'arrivent pas à manger pendant un match parce que digestivement parlant, c'est pas possible, etc. Ouais, Donc, en fait, la différence quand même avec le sportif, c'est comme je te disais, le sportif, il est en recherche de performance. Et bah, clairement, j'ai suivi là une jeune qui part en équipe de France. J'ai un mois pour me préparer, qu'est-ce que je fais, quoi? Je veux être au top, ouais, qu'est-ce que je fais, quoi? C'est souvent ça, en fait. Les sportifs vont faire la démarche parce il y a une échéance aussi. Il y a quelque chose. Ils ont envie de performer, ils s'y prennent un peu en avance, ou ils ont envie de revenir, ils changent de club, au 5 août, ils sont sur le terrain, et ils disent, voilà, j'ai envie de sécher, entre guillemets, un peu, d'être en forme, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a ouais, vraiment la recherche de la performance, mais pas forcément du poids, du coup. Et souvent, la question, ouais, c'est celle qui revient souvent, c'est avant, pendant, après. Donc, globalement, ce que n'ont pas conscience les sportifs,
Et ce que j'ai à chaque fois, c'est que le repas le plus important, c'est le repas d'après. Parce qu'il faut savoir qu'on performe grâce à la récupération et on progresse grâce à la récupération et au repos. Ce qui fait que le surentraînement, c'est pas non plus bien. Je sais qu'il y a des entraîneurs qui ont du mal, mais si les joueurs ne sont pas un minimum au repos, ils vont pas performer, ils vont entre guillemets pas prendre de masse musculaire. Enfin, il y a aussi, bon, c'est autre chose, c'est un autre débat ça. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est les timings de combien de temps je mange avant une épreuve sportive. Donc là, on va parler plutôt du sport co pour le coup, et du basket. Donc normalement, un repas, ça se fait minimum 2 à 3 heures avant un match. Et le avant, c'est le truc un petit peu bateau, c'est des féculents. Donc pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui est pâtes, riz, quinoa, pommes de terre, lentilles, tout ça. Un peu de légumes, parce que les légumes sont mis beaucoup de côté par les sportifs, parce qu'on a l'impression que ça sert à rien. Et depuis tout petit, on nous dit mangez des pâtes avant de jouer. Il y a aussi ça. Hein. Un peu de légumes, plutôt cuits de préférence, parce que cru, il peut y avoir en effet des désagréments au niveau des intestins. Et un peu de protéines. Donc, en effet, plutôt de la protéine, on va dire légère, donc de la viande blanche, un petit peu de poisson ou des œufs. Si, encore une fois, il y a une bonne tolérance. Et on peut finir par un produit laitier si on tolère encore une fois, et plutôt une compote voilà, sans sucre ajouté qu'un fruit. Il faut éviter tout ce qui est très cru, très gras, très lourd avant une performance. Et puis après, il y a le pendant. Donc le pendant, le basket, l'avantage du basket, c'est que malgré tout, il y a des pauses. C'est-à-dire qu'il y a des cartons, on peut s'hydrater, on peut manger, il y a une mi-temps. Donc ça, c'est le petit avantage. Et même pendant des lancers francs, on peut se faire lancer une bouteille du banc. Enfin, il y a quand même des moyens pour avoir un apport quotidien qu'on n'a pas dans certains sports. Faut savoir qu'à partir d'une heure d'entraînement, on tape vraiment, vraiment dans les réserves. Donc ça, c'est un peu le pendant, c'est un peu en fonction du joueur. C'est-à-dire comment il se sent, ça dépend aussi malheureusement du temps de jeu du joueur aussi. Des joueurs qui jouent pas beaucoup, donc est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une boisson de l'effort ou d'avoir quelque chose à manger? Ça se discute aussi. Et puis tu as le joueur qui va passer 35 minutes sur le terrain, quoi. Donc là, il y a des petites différences aussi un petit peu. Mais globalement, je recommande quand même à la plupart, et encore plus là, je coupe au milieu parce qu'il y a beaucoup de 3-3 en ce moment, donc c'est très physique et très dense, d'avoir une boisson de l'effort. Donc les boissons de l'effort, clairement, quand on fait un effort, on transpire, donc on perd de l'eau. Dans la transpiration, il y a des minéraux pardon. On perd du sucre parce qu'on va aller taper dans ces réserves de sucre et on perd des vitamines. Donc souvent, je leur fais faire une boisson de l'effort, toute simple, avec de l'eau, du sucre, des vitamines et des minéraux. Et rien d'autre. Parce qu'encore une fois, il y a des boissons de l'effort où il y a 1001 choses, où il n'y a pas grand-chose. Donc après, il y a des spécificités dans le type de sucre que tu vas mettre dans ta boisson de l'effort, parce qu'il y a des sucres qui sont mieux tolérés à l'effort que d'autres. Donc globalement, il y a des boissons de l'effort. Moi, je leur donne des recettes maison, qu'on peut faire maison, et je leur conseille d'avoir quand même, malgré tout, un demi-litre de boisson de l'effort, vraiment quand ils sentent qu'ils commencent à être dans le dur, quoi. Mais l'idéal, ce serait quasiment de la commencer, même juste un petit peu avant de rentrer sur le terrain, prendre une gorgée. Pour globalement, le but, c'est que pour performer, il faut aller taper dans ses réserves le moins rapidement possible. Donc le fait d'avoir un apport pendant une activité physique fait que le sucre que tu vas manger pendant ton activité physique va être brûlé directement par ton organisme. Et du coup, tu vas mettre en silence un petit peu tes réserves. Donc souvent, moi, je leur conseille ça. Ça peut être des fruits secs ou une barre de céréales qui est équilibrée à la mi-temps, par exemple, aussi. Donc voilà, souvent, c'est un peu ça. Donc je vois ce qu'aime le sportif, ce qui est possible de mettre en place. Et puis après, il y a l'après. Alors l'après, si je pouvais faire un appel au club sur les après-matchs, tant qu'à faire, je ne sais pas si quelqu'un tombera sur cette vidéo à la Fédé ou pas. Moi qui suis dans un niveau, on va dire quand même intermédiaire, c'est une catastrophe. Il faut quand même dire ce qu'il est. Je me plains pas de ma part pizza après le match, je pense que tout le monde aime.
Mais c'est une catastrophe, les après-matchs. Quand tu as du fromage, du saucisson et du pain, ou quand tu as des pizzas, ou quand tu as soirée tartiflette, ouais. Le souci, c'est l'après. Alors, il y a des C'est le clubs qui repas le font plus attention. important et c'est. Comme je te disais, ouais, c'est l'après en fait, c'est la récupération. Mm. C'est-à-dire que tu te fais un effort, tu puises dans tes réserves, tu casses du muscle, tu es déshydraté au possible, tu arrives. Moi, vraiment, c'est quand même hallucinant, mais c'est mon regard de diète. Hein. Il n'y a pas une bouteille d'eau sur une table d'après-match. Il y a du coca, de la iced tea, de l'orangina, de la bière. Non, mais vraiment. Et moi, je suis là à aller demander ma bouteille d'eau parce que je n'aime pas les sodas, ça c'est différent, c'est un autre débat. Vous aurez de l'eau? Il y a des gens, Mais ils te regardent avec des grands yeux comme ça. Ouais, j'ai soif en fait, mais j'ai soif d'eau. Donc, est-ce qu'il faut avoir de l'eau? Donc, j'arrive avec ma petite gourde ou ma petite bouteille oui, Clairefontaine, comme ça. Et donc, il y a ça. Et en fait, voilà, on doit se réhydrater d'eau. On doit manger des féculents, manger des légumes, manger des protéines et manger un fruit, quoi, ou une compote ou quelque chose comme ça. Mais manger gras, non équilibré, ben en fait, tu pars le lendemain avec une dette énergétique, en fait. Donc bon, les matchs, il n'y en a pas tous les jours, je suis consciente. Mais après, ça demande une organisation de club, ça demande, je suis d'accord avec tout ça, hein, c'est les bénévoles souvent qui font les repas, je suis consciente de tout ça. Mais c'est la cata, quoi, les après-matchs. C'est la cata. C'est vraiment la cata. ouais. Voilà. Bah, moi, quand t'es jeune, souvent, tu vois, tu as cité plein de trucs. Il y a un truc que t'as pas cité, c'est le 4 quarts, qui est tout le temps présent après les matchs. Le fameux, tu sais, que t'achètes, tu coupes et il Alors, met plein le 4 d'assiettes. quarts, enfin, le petit avantage, c'est que souvent le 4 quarts, c'est quand on joue tôt dans l'après-midi. C'est souvent les petits goûters, non? Tu l'avais le soir aussi, le 4 quarts? Il était présent le soir aussi, ouais, ouais. Il a hanté des moments. Moi, ça m'arrivait de jouer Les le bons samedi à 4 quarts 18 où ou à tu as des 20 heures. moments au chocolat, ça te glisse des mains tellement c'est gras. Mm. Euh, Si c'était que le petit 4 quarts et que tu avais un repas équilibré avec une petite bout de 4 quarts en dessert, ça Oui, mais voilà, je venais compléter ta liste, pas la ouais, remplacer, ouais, malheureusement. mais c'est pareil. Après, on est sur des, quand ils sont jeunes, les goûters d'après-match, oui, c'est catastrophique. C'est que des gâteaux. Mais voilà, c'est l'esprit club aussi. Enfin, je suis consciente de tout ça. Hein, c'est l'esprit club. Et si j'ai un jour des enfants, j'aimerais qu'ils fassent du basket, mais ça, on sait pas. Je vais pas faire la nana chiante à dire attention, hein, pas de 4 quarts, hein. Voilà, au final, ça reste ça. Mais ouais, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur ça, mais même en général sur l'alimentation. Moi, je suis désolée, mais je pense qu'il y a une diète qui devrait passer dans tous les clubs amateurs ou professionnels en France. Je pense que c'est la base. Comme maintenant, il y a des psys, et tant mieux pour les sportifs parce qu'on entend de plus en plus parler du burn-out du sportif, etc. Il y a des psys maintenant de plus en plus. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des diètes en fait, ou des préparateurs mentaux. L'alimentation fait partie de la préparation d'un sportif. Bien sûr. S'il a envie de perdurer dans le temps, encore une fois, hein, et s'il a envie de performer et faire vraiment des bons trucs, alors il y aura toujours l'exception, hein, du sportif qui mange mal, qui fume, qui boit, entre guillemets, et qui performe. Il y a toujours des organismes, et malgré tout, non, voilà. Alors, ces gens comme ça, il y a toujours des exemples. On en a tous, hein. Mm. Et on n'est pas foutus pareil. Non, On on n'est n'est pas pas tous foutus né pareil. libre et égaux, c'est une légende, hein, ça on le sait, hein. En tout cas physiquement, Ouais. et Ah pas ouais, que non. Et physiquement puis, mais malheureusement, ce qui est fou, ouais. Mais ce qui est fou, c'est, tu vois, moi je vois mon frère par exemple. On est quand même assez proches génétiquement, mais, euh, mais par contre, au niveau morpho, comment on réagit au même repas, c'est complètement différent. Mm. Et Ouais. donc, c'est fascinant ça, tu vois, même quand tu as parlé de quand t'es mère, comment tu fais pour faire en sorte que tout le monde soit content. Enfin bon, c'est. Mm. Ouais, ça c'est la loterie un peu de la génétique et ce qu'on appelle le métabolisme de base, où en effet il y a des personnes qui vont galérer à prendre du poids. Il y en a de plus en plus en plus. Ça,
c'est des silhouettes qui se dessinent assez rapidement à l'adolescence. Et non, on n'est pas tous égaux. Par contre, alors de là Et à changer un métabolisme, non, mais tu peux quand même bosser sur ça, quoi. ouais, ouais, on est d'accord. Comment tu et ce métabolisme-là est-ce que ça se crée à l'adolescence, du coup? Est-ce que c'est par rapport basé sur ce que tu manges, ça te fait évoluer? Ou tu te construis pas trop? En fait, si tu peux le changer, dans le sens où je pense qu'on est tous avec un métabolisme de base qui augmente avec le temps, parce que ben, en fait, le métabolisme de base, en fait, il se calcule assez simplement avec ton sexe, ton poids, ton âge et ta taille. Donc Mmh. ça, c'est un petit peu la base. Mais bon, on en revient un petit peu à ce calcul parce qu'on s'aperçoit qu'en fonction de la génétique, il y a quand même d'autres facteurs qui viennent impacter du coup ce métabolisme. Mais tu peux le changer, c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire du sport très petit, enfin qui va plutôt avoir tendance à être sportif, va avoir un métabolisme qui va, on va dire, fonctionner un petit peu plus rapidement, brûler un petit peu plus parce que tu habitues ton corps à avoir comment dire, t'habitues ton corps à aller puiser dans tes réserves. Et puis ton métabolisme, tu peux te le flinguer aussi, hein. C'est-à-dire que tu peux le mettre très bas. Donc c'est une personne qui va avoir beaucoup de mal à perdre de poids, dans le sens avec les régimes restrictifs. C'est-à-dire que Ouais, quelqu'un qui ne mange pas assez prendra du poids. C'est compliqué à cerner, mais on prend du poids quand on mange trop, mais on prend du poids quand on ne mange pas assez. Et souvent les ouais. femmes, pour le coup, sont en sous-alimentation de nos jours, parce qu'on a aussi une image de la femme ou de la sportive, hein, la petite femme qui doit manger trois haricots, quatre pâtes et un fruit, et puis ça lui suffit, quoi. Non, alors là, non, pas du tout. Donc, ouais, Mmh. des femmes, elles me font des grands yeux comme ça. Ah, mais il faut que je mange tout ça. Bah ouais, en fait, vous travaillez, vous avez une vie de famille, vous faites du sport. Si vous voulez à un moment donné réaccélérer votre métabolisme, en fait, réenclencher la perte de poids, il va falloir manger. Mais c'est compliqué à intégrer aussi. Mais c'est contre-intuitif, en fait, Ouais, de dire, tu vas moins manger, mais tu vas prendre enfin, tu manges pas si tu manges rien, tu vas prendre du poids. bah ouais, parce qu'en fait, c'est contre-productif, mais si je te l'explique, tu vas comprendre. Ah non, 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 mais Ouais, je sais, mais il faut expliquer aux mais gens, en fait, c'est tout. voilà, c'est ça, Ouais, c'est tout. C'est qu'il y a des trucs dans la vie, c'est pas intuitif, mais c'est comme ça. ouais. Et Moi, une fois qu'on t'a expliqué pourquoi, comment, Ouais, et OK. combien j'ai de nanas qui se sont assis, qui ont dit, bon, écoutez, je comprends pas, je mange que de la salade et je prends du poids. Bah, c'est peut-être ça le problème, en fait, du coup. Heu, vous avez trouvé le Bah, problème toute comment seule. ça? Et du coup, tu leur expliques et elles te disent, ah ouais, en fait, entre guillemets, c'est pas con ce que vous disiez. Non, c'est pas con. Et ce que vous dites, pardon. Et, euh, et elles se disent, ah ok, bon, ok. Et puis elles reviennent 2 mois après, un mois après. Ah ouais, c'est vachement bien votre truc. J'ai Ça plus marche faim bien. et je perds du poids. Génial. Ouais. Mais on n'est pas tous égaux. Même entre les Non. sportifs, tu as des sportifs qui vont être très dessinés, d'autres non. Tu as des formes de muscles qui sont différentes en fonction du sport que tu fais. Et ça les rend pas moins efficaces, hein, ceux Non, qui sont non, moins non. Non, non, parce que de toute façon, dans le basket, c'est comme dans tout, hein. Tu as des joueurs qui vont vite, tu as des joueurs qui sautent haut, tu as des joueurs qui vont défendre, et ça se voit à leur physique, hein. De toute manière, hein, tu vois bien, hein. Et puis, tu as des gens qui déjouent totalement, qui vont être un peu en surpoids, qui vont courir comme beaucoup plus que toi, qui vont sauter beaucoup plus haut, et pourtant, physiquement, ils sont pas, entre guillemets, dans les normes, mais ça fonctionne quand même. Et ça, ouais. bah, c'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça. Mm. On n'a pas encore parlé des croyances, enfin, on en a parlé un petit peu au fur et à mesure, mais Mm. hem, si tu avant qu'on fasse, cet échange, on s'était appelé, tu m'avais fait une petite liste de croyances. Hem, c'est quoi enfin, c'est difficile de faire un classement, hein, mais c'est quoi ce sur quoi tu dois combattre le plus? Ouais. Alors il y en a plein, dans l'ordre ou dans le désordre. J'ai la croyance, sur les œufs et le cholestérol, qui revient de plus en plus, comme quoi voilà, comme ça les gens commencent à comprendre, mais peuvent être surpris. Et puis tu as surtout la croyance, du gras, dans le sens où, on a longtemps diabolisé le gras dans la prise de poids ou la contre-performance, alors que c'est le sucre. Et quand tu dis aux gens: «Il vaut mieux manger gras que manger sucré», ils tombent souvent des nues. Donc tu as cette croyance-là qui est très ancrée aussi.
Côté sportif, tu as la croyance, pas la croyance, mais sur les protéines. Donc, tout ce qui va être complément qui va être dopant. Donc, protéines, est-ce que ça va être bien C'est souvent les mamans des jeunes sportifs aussi. Faut quand même pas, parce que voilà, les jeunes, ils sont au taquet et tout. Les mamans ont beaucoup peur de les protéines pour les reins, parce qu'on a entendu pendant très longtemps qu'un apport de protéines trop important pour avoir des conséquences sur le rein. Donc, si la personne à la base n'a pas de soucis de rein, il n'y en aura pas. Si en effet à la base la personne a des soucis de rein, il peut y en avoir. Mais Ouais. globalement, les protéines, si elles sont de bonne qualité, le surplus va être éliminé naturellement du coup par les reins. Donc tu as ça. Tu as la croyance de la créatine qui dope. Donc la créatine, ça ne dope pas si elle est prise en bonne quantité et ce n'est pas un produit dopant. Donc tu as aussi cette croyance-là. Et puis tu as la C'est même un croyance... débat, ça. Ça, c'est J'ai un débat. entendu souvent ça. Ouais. Alors, mais tu vois, ça dépend des pays, parce que en France, normalement, la loi, c'est 3 grammes par jour de créatine. Aux États-Unis, ils mettent à Ouais. 6 déjà. Mm. Donc voilà, après, ça n'empêche personne de prendre en France 6 grammes, mais moi, je conseille jamais 6 grammes. C'est 3 grammes par jour et tu as déjà de très bons résultats avec 3 grammes par jour. Et puis, t'as la croyance qui arrange tout le monde de la bière post-effort. La bière n'hydrate pas, je répète. La bière n'hydrate pas. C'est même le contraire. C'est même le contraire. Ça déshydrate, ça apporte de l'acidité aux muscles, aux tendons. Donc non, on arrête de boire de la bière après les matchs. Donc tu dis ça à un rugbyman, il te regarde, il rigole, hein. Bon, voilà. Mais tu as cette croyance ou légende, voilà. Et puis oui, cette légende de, après un effort, il faut manger du sucre, il faut manger du gras, on va se faire un McDo, quoi. C'est pas, je sais pas si c'est une croyance, mais, voilà, du principe que oui, on fait un effort, oui, on se dépense. Derrière, tu as l'image de vraiment, tu as tes réserves à zéro et il faut que je mange, il faut que je mange, il faut que je mange. Et je fais pas forcément attention à ce que je mange parce que oui, vu que je fais du sport, en gros, ça va pas se stocker. Bah si, en fait, Ouais. ça va être pareil. Donc tu as ça, mais c'est surtout, ouais, c'est du truc tout bête, hein, le miel, c'est pas sucré. Bah si, en fait, ça vient d'une abeille, mais c'est mais c'est du sucre. Ou tu as les édulcorants aussi. Ouais, mais je prends du coca, mais c'est du coca zéro. Bah, je vais pas rentrer dans le débat des édulcorants ici, mais c'est pareil en fait. Donc tu leur expliques que ben non, en fait, c'est pareil. Donc beaucoup les édulcorants, les 0% de matière grasse. Ouais, c'est 0% de matière grasse, il n'y a pas de gras, mais il y a du sucre. Et puis du coup, je vous ai dit tout au début que le sucre, c'est ce qu'on va éviter. Et le gras, c'est ce qu'on aime. Donc c'est contre-produit. Un produit 0% est contre-productif dans la stratégie. Donc le Nutri-Score, le Yuka. Ah oui, ben il faut en parler de ça aussi. Le Yuka, j'ai rien contre Yuka, encore une fois, hein, mais Yuka, des moments, c'est des aberrations. Il y a des trucs, c'est aberrant. Le Nutri-Score, c'est aberrant. Quand tu vois que. C'est aberrant. Moi, je voudrais préciser ça, ça c'est mon côté ingénieur, tu vois. Ouais. Allez, vas-y. Yuka, je trouve que c'est un très très bon exemple. Yuka, tu vois une note, les gens ils voient une note, ils voient un produit fini, ils voient un truc, et ils disent ok, et ils se mettent une échelle. Et c'est vrai que visuellement c'est compréhensible, Mm, et c'est agréable et c'est facile. Dans le cerveau, c'est plus facile mm, d'accepter, ok, ça c'est mieux, ça c'est moins bien, mm. basta. Mais comment ça marche? Et c'est une question que les gens devraient se poser surtout. Tu as parlé sur la nutrition, sur une application. Comment elle fonctionne, cette application? Ouais, Ben, la plupart des gens, ils savent pas. Et en ouais, fait, c'est ça. Il y a des critères qu'ils ont ouais, pris, qui sont ce qu'ils sont, oui. et ils notent, et il faut une moyenne. Ok. Mais ça veut dire quoi, ces critères-là? Est-ce que c'est ce que toi, tu recherches? Et ces critères, ils sont pertinents Mhm. pour toi, ce que tu veux? Et ça, c'est une démarche que souvent on n'a pas le réflexe de faire par rapport à un produit qu'on nous donne et on prend l'information pour argent comptant. Or, moi dans mes études, ça a toujours été la source, la source, la source. D'où ça vient cette donnée? J'ai bien défendu le truc ou pas? Ouais, je suis pas contre Yuka. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans Yuka, c'est tout ce qui est pesticides et édulcorants. Ils marquent ça. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Mais encore une fois, il faut faire la différence entre ce qu'on a marqué sur une étiquette alimentaire et ce que ça va faire dans notre corps. Et c'est là Mhm. qu'on n'a pas ce relais.
C'est-à-dire qu'en effet, le beurre, hein, Yuka, c'est rouge. D'accord, enfin, je sais plus rouge, je l'utilise pas, donc je crois qu'il y a des codes couleurs comme le Nutri-Score. Ça va être pas bon le beurre. Le fromage, ça va pas être bon. L'huile, ça va pas être bon. Mais par contre, le Nutella ou certains biscuits, vu qu'il y a un petit peu de fibres, un peu de protéines, bah, ça va être meilleur que le beurre. Mais on a besoin de beurre, on a besoin de fromage, on a besoin d'huile dans une alimentation, on n'a pas besoin de Nutella, on n'a pas besoin de biscuits. C'est là qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qui est marqué sur une étiquette et ce qu'on a besoin. En fait, c'est ça. Et les gens peuvent se faire avoir. Et souvent, il y en a qui me disent ouais, mais sur Yuka, c'est vert. Et il y en a plein qui me le disent. Ouais, mais non. C'est fou, hein. En fait, le jus d'orange, il est, je crois que c'est pas vert, mais en dessous, c'est jaune. Je sais plus. Bref, il est dans la deuxième case. Le jus d'orange, ce n'est que du sucre. C'est contre-productif pour tout le monde. Mais dans Yuka ou Nutri-Score, c'est B, le jus d'orange. Alors que le fromage qui apporte plein de bonnes choses, parce qu'il y a beaucoup de gras et que le gras, ça pèse, entre guillemets, plus lourd que le sucre en termes de calories, on va retrouver des produits super bons à la santé au fin fond du Nutri-Score. Et d'ailleurs, même, enfin, il y a des aberrations, il y a des comptes Instagram qui sont montés pour ça. Entre deux villes, tu as deux mêmes produits qui n'ont pas le même Nutri-Score. Voilà. Mais c'est... Alors, je vais me mettre dans la team aussi pour pas cracher dessus. C'est Bien un sûr. outil C'est un outil, ouais. qu'il faut utiliser avec ses qualités en connaissant ses défauts. C'est ça. Le Nutri-Score, ça part d'une super bonne intention. Je suis totalement d'accord. Mais tout l'argent qu'on a mis dans le Nutri-Score, encore une fois, on peut le mettre dans la prévention et dans des diètes qui font le tour des écoles, qui font tout ça. Parce qu'on a vraiment, pour avoir travaillé pour le Nutri-Score, c'est-à-dire qu'avant, clairement, le Nutri-Score, ça s'est passé comment? On a testé différents logos, parce que le Nutri-Score, ça allait bien pour certains produits, mais pas pour d'autres. Donc tout ce qui est charcuterie, etc., forcément, ils ont dit non, 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 on ne veut pas le Nutri-Score parce que nous, on va être en D, donc c'est pas possible. Donc il y a plusieurs logos qui ont été mis en place dans des magasins test en France. Et nous, en tant que diète, on allait, on était en binôme. Il y a quelqu'un qui apposait les logos sur certains produits qui étaient pris au pif et qui changeaient toutes les semaines. Et on voyait combien de produits étaient achetés avec ce logo et on voyait quel logo était le plus acheté, donc le plus parlant pour les gens. Et clairement, le Nutri-Score, qui à la base devait être fait, est ressorti gagnant. Ça a pris quasiment 6 mois à faire. Je crois que j'ai travaillé pendant 6 mois. Je pense que ça a coûté une fortune à l'État, faut pas se le cacher. Et on aurait pu mettre ça dans de la prévention. Mais voilà, c'est encore loin de tout ça. Et oui, c'est un outil qui aide certaines personnes, mais s'il n'y a pas, en effet, une éducation thérapeutique en amont, on peut prendre du poids en achetant que du Nutri-Score A, ça c'est clair, il ne faut pas se le cacher. Et puis, l'idée, c'est que le Nutri-Score, c'est un produit. Ouais. Or, notre alimentation, c'est un ensemble. Combiné de plein de choses. Ouais. C'est sûr que le beurre, si tu manges ta tablette de beurre, ça va pas être top, ça c'est clair. Mais si tu mets du beurre sur du pain avec du jambon, c'est différent. Donc faut savoir lire une étiquette alimentaire, et ça devrait être appris aussi à l'école. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Lire une étiquette alimentaire, savoir faire un menu, savoir faire la brave pyramide des aliments. C'est tout bête, mais ça, il faut l'inculquer à tout le monde et se dire, et après, ceux qui s'intéressent vraiment, qu'est-ce que ça fait sur mon corps? Mais j'espère que ça va changer, franchement, j'espère. Pour faire une comparaison nulle, c'est par rapport au basket, tu vois, le Nutri-Score, c'est un peu comme des joueurs. Les joueurs, tu sais, dans le mercato, ils disent tous, ah bah lui, c'est un joueur, il est trop bien parce qu'il fait ça, ça, ça. Ok, très bien. Et puis ensuite, tu mets un joueur dans une équipe et puis il est moins bon. Ouais. Mais pourquoi? Bah oui. Pourquoi? Et les gens ne se posent pas forcément la question. C'est-à-dire que ça s'arrête à la culture du résultat. Il est performant ou il n'est pas performant? D'accord. Mais le contexte, il joue. Si c'est un shooter et qu'il a un meneur qui fait que driver et qui passe pas la balle, il va pas shooter. Donc, il va pas mettre de points.
Et c'est un peu la même chose, c'est un Si on combiné compare, et je c'est suis ça. d'accord sur ouais et sur l'étiquette alimentaire, moi je pense que c'est 1000 fois plus intéressant d'apprendre les bons réflexes sur quoi lire sur l'étiquette, plutôt que de mettre une note qui est forcément biaisée, par définition. Puisqu'une note, tu peux pas résumer un C'est truc ça, aussi complexe bien sûr. en un indicateur. Oh, mais c'est clair, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est, voilà, un repas, c'est une équipe qui est composée de certaines choses, certains nutriments, certaines vitamines, etc. Et il faut avoir une bonne équipe, un peu de tout sur le terrain, il faut un peu de tout dans l'assiette. C'est exactement ça. Mais après, ça partait d'une bonne intention, encore une fois, hein, je crache pas non plus dessus, mais Yuka, Nutri-Score, tout ça, c'est compliqué, quoi, c'est complexe, quoi. Mm, mm. On n'a pas parlé des compléments alimentaires. Ah oui! Est-ce que c'est quelque chose dont tu veux parler? Ouais, parce qu'il y en a beaucoup quand même, et de plus en plus. Euh, les compléments alimentaires. Donc, il y en a à foison, il y en a de partout. Donc, moi, je recommande à tout le monde de vraiment se renseigner. Parce que les moins chers sont pas forcément les mieux, les plus chers sont pas forcément les mieux non plus. Mais il y a des qualités, il faut savoir où sont fabriqués vos compléments, etc. Donc, globalement, dans le sport, on va parler du basket. Euh, les compléments qui reviennent le plus, moi je fais de la prévention à base de compléments parce que, alors ce qu'il faut savoir, pourquoi on complémente une alimentation, pourquoi on supplémente quelqu'un, on va supplémenter un sportif parce qu'en fait au final, le sportif ou la sportive a la base, comme je dis depuis le début, c'est la même, mais il y a des besoins supplémentaires. Il y a des besoins en protéines qui peuvent être supplémentaires, des besoins en vitamines, des besoins en minéraux supplémentaires parce qu'il y a une dépense énergétique, il y a un travail musculaire qui est plus important et un travail aussi de réflexion plus important qu'une personne lambda. Donc des moments avec l'alimentation, tu n'arrives pas à combler ça. Et malheureusement, au vu de notre alimentation à l'heure actuelle, tu as des légumes et des fruits qui n'ont strictement plus rien, plus de vitamines, enfin il n'y a plus grand-chose dedans. Donc on se retrouve toujours souvent en dette de vitamines, de minéraux. Et les protéines, bah, on a un besoin supplémentaire. Et c'est là que rentre en compte ce qu'on appelle la poudre de protéines, donc la whey, pour souvent les grands gabarits qui ont des besoins qui, si on ne comblait que par l'alimentation, ils mangeraient toutes les 2 heures. Et c'est pas possible. Digestion, en termes de coût, en termes de tout ça, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que souvent on complémente l'alimentation d'un sportif avec de la poudre de protéines, s'il en a besoin en termes de calcul. Voilà, c'est des choses qui se calculent. Hein. Euh, L'avantage, alors la poudre de protéines, il n'y a aucune étude qui ont prouvé que c'était mieux, que les poudres de protéines étaient mieux qu'une protéine que tu vas trouver dans l'alimentation. Hein. Mais l'avantage, c'est en effet que c'est pratique, ça revient moins cher, et tu peux en prendre tout le temps et la mettre avec toi, quoi. Donc ça, c'est les avantages. Par contre, voilà, le marché de la poudre de protéines est énorme, donc il faut savoir ce que vous achetez. Donc tu as 2 sortes de protéines. Tu as la protéine fromagère, donc c'est de la poudre de protéines qui va être fabriquée à base des déchets de l'industrie laitière. Donc bon, en termes de qualité d'absorption, c'est pas l'idéal. Donc déjà, si c'est marqué protéines fromagères, il faut pas prendre. Voilà, on se ferait presque plus de mal que de bien. Et puis, tu as la protéine laitière, donc qui provient essentiellement du lait. Parce que clairement, hein, la poudre de protéines qu'on prend, c'est le petit lactosérum qu'on a dans le lait, quand on ouvre l'opercule du lait, le petit liquide qu'on va travailler derrière. C'est ça, en fait, de la poudre de protéines. Hein. Ça provient du lactose, ou tu as des protéines, mais du coup, maintenant végétales pour les personnes qui sont végétariennes ou véganes. Donc, il faut que la poudre de protéines, elle soit laitière, du coup, et à pasteurisation douce. Et parce que plus on va transformer la protéine, moins elle sera assimilée. Donc, il faut vérifier ça sur l'emballage. Et l'idéal, pour être sûr, il faut qu'elle soit dite native. Donc, native, vous êtes sûr que la pasteurisation est douce et que ça ne provient pas de l'industrie fromagère. Donc, il y en a de plus en plus qui le font. Donc, il faut vérifier ça. Et puis, il faut quand même tourner toujours encore l'emballage, regarder qu'il y ait essentiellement des protéines et qu'à côté, il n'y ait pas de sucre et du gras. Parce que la poudre de protéines en soi, c'est 80 à 90, voire 99% de protéines, normalement. Puis après, tu as des stades dans la protéine. Tu vas avoir, s'il faut faire 4 catégories, tu as le concentrat de protéines. Donc, c'est une protéine qui est très peu digérée, donc qui va être assimilée moins rapidement par les sportifs. Souvent, c'est les moins chers.
Après, tu as le mélange de concentrat et ce qu'on appelle d'isolat, où tu vas avoir une protéine un peu plus digérée, assimilée un peu plus facilement, qui coûte un petit peu plus cher. Tu vas avoir l'isola, moi c'est essentiellement ce que je donne à mes sportifs, où tu es sur un produit à quasiment 90%, entre 80 et 90% de protéines dans ta poudre, qui est assimilé dans les 30 minutes après l'ingestion, qui coûte un tout petit peu plus cher. Et tu as la Rolex de la protéine qui s'appelle l'hydrolysa de protéines, où tu as quasiment plus de 90% de protéines qui est absorbée en 20 minutes dans le corps. Mais niveau goût, c'est pas l'idéal, mais c'est la plus efficace des protéines et c'est la plus chère. Donc tu as des stades en fait de transformation dans ta protéine. Mais l'idéal, si vous partez sur un isolat native, là vous savez que vous avez entre guillemets de la bonne protéine, quoi. Mais ça se calcule, combien de shakers vous prenez, quand, comment, ça c'est une stratégie mise en place du coup avec la diététicienne ou le diététicien. Et puis à côté, donc on a parlé de la créatine pour la prise de masse. Pareil, il faut que la créatine, elle soit de bonne qualité. Donc il faut vérifier aussi sur l'emballage d'où elle provient. Ce qu'on met aussi de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les pré-workouts. Donc c'est avant la musculation. C'est à base de citrulline et de BCAA. Donc les BCAA, ça fait un petit moment qu'on entend parler de ça. Donc les BCAA, c'est les acides aminés essentiels qui vont constituer le muscle. Et la citrulline, je l'appelle la petite sœur de la créatine. Elle est un petit peu en dessous, mais elle a un peu le même effet, un peu congestionnant pardon, au niveau du muscle. Et ça repousse en fait l'effort physique. Donc souvent, je la fais prendre avant les grosses séances de cardio ou de muscu pour pouvoir en faire plus et plus lourd, ce qui va augmenter la prise musculaire. Donc ça, c'est de plus en plus, je la recommande de plus en plus. Et puis à côté, tu as un peu le b.a.-ba du sportif qui normalement devrait se supplémenter en vitamine D quasiment toute l'année et essentiellement en hiver pour tout ce qui est système immunitaire, musculation, ossature. Tu as le collagène. On en entend, en tout cas moi sur les réseaux, pas pour les sportifs ni les sportives, mais j'en entends les influenceuses pour tout ce qui est peau, etc. En ce moment, c'est le boom du collagène. Le collagène, c'est une protéine la plus présente dans le corps, qu'on perd à partir de 25 ans, on en a de moins en moins. Et du coup, on se retrouve avec moins de collagène. Et collagène, c'est ce qui fait le cartilage, les tendons, tout ce qui est articulation. Donc, je recommande aux sportifs qui ont tendance à avoir mal un peu de partout, à être tendineux, etc., de prendre du collagène aussi. C'est pas le truc le plus fun à prendre parce que ça sent un petit peu le poisson. Voilà, mais voilà, c'est bon pour la santé. Et puis à côté, tu peux avoir des oméga 3 pour tout ce qui est inflammation, de la curcumine pour tout ce qui est tendinite. Tu vas avoir, et puis tu vas avoir des compléments de vitamines et de minéraux à prendre à certaines périodes de la saison. Et puis ce qui est bien, c'est de faire déjà une prise de sang pour voir si tout est bon. Parce que si on parle de la sportive, le taux de fer, souvent, on est dans les chaussettes. Donc il y a des supplémentations à faire en fer. Et puis, tu as les personnes qui ont des régimes alimentaires spéciaux, comme les véganes ou les végétariens, où là, tu pousses un peu plus les analyses pour voir s'il y a des complémentations. Tu as la l'iode, tu as la vitamine B12, tu as le zinc, qui sont intéressants pour les végétariens, mais voilà. Et de plus en plus, moi, je demande aux médecins des clubs, par contre, de faire des prises de sang, pour faire le point, quoi. Et souvent, ils le font. Pour le coup, ils le font parce qu'ils savent qu'il y a un intérêt, donc ils la font faire aux joueurs, quoi. Mais c'est vrai que je recommande de se rapprocher d'un professionnel pour choisir les compléments, parce qu'il y a des formes qui sont absorbées, d'autres qui ne sont pas absorbées. Des moments, il y a des choses qui ne devraient pas être présentes dans certains compléments, il y a des dosages à respecter dans les compléments. Alors, manger entre guillemets trop de vitamine C, pardon, ou de vitamine D, on va l'uriner, c'est pas très grave, mais il y a la vitamine A qu'il faut faire attention, il y a le sélénium, il y a des petits minéraux, faut pas non plus être en surdosage. Donc des moments quand on prend plein de choses, on se retrouve à 200-300% des besoins et il faut faire un petit peu attention. Et puis après, alors pas beaucoup dans le basket, mais tu as les troubles digestifs, des gens qui font du triathlon, des choses comme ça, mais tu en as un peu dans le basket, parce que malgré tout, ça secoue, tu as beaucoup de sauts, tu as beaucoup d'impact dans le basket.
Donc, tu as des sportives et des sportifs qui vont se plaindre de troubles alimentaires, de troubles digestifs, pardon. Digestif. Donc là, tu as un travail à faire sur le microbiote digestif, intestinal, pardon, sur les probiotiques, les prébiotiques. Ça part de toute manière de l'alimentation, donc il faut revoir l'alimentation. Tu as la glutamine. La glutamine, c'est un acide aminé aussi que tu as souvent dans la poudre de protéines, qui va permettre de renforcer la paroi digestive quand tu vas enchaîner les matchs, quand tu as un joueur assez percutant qui prend des coups, qui saute beaucoup. Tu peux faire de la prévention aussi. Tu n'es pas obligé d'attendre que la personne elle ait mal au ventre pour lui donner des choses aussi, quoi. Mais il y en a de plus en plus. Il y a l'histoire des sponsors, il y a l'histoire des influenceurs. Clairement, je vais le citer, Herbalife par exemple, c'est très compliqué, quoi. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est, mais ils ont pris le boom parce qu'ils étaient en premier sur le marché, ils ont de grosses têtes d'affiche, donc ils y vont à fond. Et du coup, les gens rentrent dedans, et voilà. Si Cristiano il en prend, c'est que ça va. Ouais, si Cristiano il en prend, c'est que c'est cool. Ouais, ok. Combien Cristiano il a été payé pour faire ça? Voilà, c'est toujours pareil. Combien il en prend lui? Est-ce qu'il en prend vraiment lui aussi? C'est vu comment il prend soin de soi. Alors, je t'avoue que j'avais regardé sa boisson, elle est pas trop mal. Je ne crache pas sur tous les compléments d'Herbalife. Parce que c'est pareil, dans une marque, tu vas en avoir au top, enfin tu vas avoir un complément au top, et puis tu vas avoir d'autres choses. Souvent, moi je fais un mix de plusieurs marques. Parce que chez lui, les protéines, elles sont top. Chez lui, le collagène, il est top. Souvent, tu as plusieurs marques, en fait, pour avoir une même supplémentation. Ce qui est normal, d'ailleurs. On ne peut pas être dominant sur tous les produits du marché, sinon... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai assisté à un cours magistral. Merci pour ça. Et je pourrais en parler encore des heures et des heures, mais bon. Je sais. Il va falloir que tu t'échappes. Il va falloir que j'aille travailler. Ben ouais, ta seconde vie. Je vais juste te poser une dernière question avant de te laisser partir. Vas-y, dis-moi. Tu as parlé de végétarianisme et de véganisme. Oui. Il y a notamment, on a beaucoup parlé au moment où je sais que LeBron James avait annoncé qu'il était vegan. Il y avait un débat sur les gens qui disaient peut-être que c'est le meilleur régime possible. Je te demande ton avis, même si je me doute de la réponse. Ouais, encore une fois, oui, il n'y a pas de régime miracle. Il y a eu le gros buzz autour du film là, qui est sorti sur Netflix, Game Changers. Oui. Voilà, j'ai regardé moi aussi, qui est bien fait, mais il faut savoir que Game Changers, il a été monté par le PDG du Pois Chiche, en gros, aux États-Unis, donc il avait un intérêt, il y a toujours un intérêt de toute manière sur ce genre de documentaire. Je pense qu'il y a un effort à faire en effet sur la consommation de protéines animales en France parce qu'on en mange trop et c'est plutôt la qualité que la quantité aussi qui fait le truc. Il y a des personnes qui vont essayer de devenir végétariens ou véganes, ça va pas du tout leur aller parce qu'en effet, ils vont faire des anémies, ils vont être fatigués, il y a plein de choses. Moi, j'ai vu des femmes surtout essayer de partir sur un régime végétarien, mais c'était l'enfer pour leur fer. Je ne vais pas partir dans le débat du métabolisme du fer, mais elles n'arrivaient pas à avoir un bon taux de fer et du coup, elles étaient en anémie tout le temps fatiguées. Donc, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence de se dire, il va falloir peut-être manger un petit peu de viande, madame, parce qu'on ne va pas y arriver, quoi. Donc, tu as aussi le côté thérapeutique et le côté conviction, des moments qui sont un peu... tu peux pas aller. Ouais. Par contre, en effet, une alimentation végane ou végétarienne qui est bien maîtrisée et bien supplémentée, il n'y a aucun souci. C'est juste un peu plus handicapant, entre guillemets, quand tu es en termes de vie sociale, de déplacement, d'après-match. Il n'y a quasiment pas de repas végétarien après les matchs. Alors, ils demandent de plus en plus. Des moments, les clubs font la démarche d'envoyer un mail. Est-ce qu'il y a une personne végétarienne dans votre équipe, etc. Je le vois de plus en plus. Moi qui ai eu la démarche aussi de devenir végétarienne à un certain moment, je suis tombée en anémie, je ne vais pas le cacher. 2 ans après, en septembre, j'étais au fond du seau en anémie, donc j'ai dû remanger un petit peu de viande. Est-ce que si je l'avais pris plus tôt, voilà, il y a plein de questions aussi. Mais quelqu'un qui supporte bien, qui a un super microbiote, qui a des intestins en pleine forme et qui se fait suivre et qui est bien supplémenté avec de bons compléments, il y a
Je prends l'exemple pour les basketteurs qui connaissent Laetitia Guapo. Laetitia Guapo ne mange plus de viande et plus de poisson depuis très longtemps. Bah voilà, ça se passe très bien. Voilà, je sais qu'on en avait parlé avec Letty parce qu'on a fait un peu la démarche en même temps. Ça fait quelques années qu'elle est sur un régime plutôt très végétarien, mais qu'elle est très bien suivie et qu'elle s'est informée et qu'il n'y a pas de souci. Mais comme peut-être que, j'ai une bêtise, une autre joueuse de 3-3 essaierait de suivre la cadence, mais n'y arriverait pas parce qu'elle ne peut pas. Donc il y a vraiment ce qu'on veut, ce que le corps peut et comment on se fait suivre. Ça, c'est clair. Partir tout seul en étant sportif de haut niveau et se dire « Allez, je suis végétarien, j'arrête tout ça », souvent on les ramasse avec des prises de sang catastrophiques et du coup, manque de performance, blessure et après, c'est la cascade, quoi. Donc, tout est possible. Tout est possible. Il faut juste bien être accompagné, que votre corps l'accepte, qu'il n'y ait pas de soucis de santé en amont aussi. Et derrière, voilà, faire un choix éthique ou non. Mais oui, c'est sûr qu'en termes même, quelqu'un qui est carnivore, on fait attention à la qualité de ce qu'on va donner par rapport aux produits animaliers, ça c'est sûr. C'est une belle façon de conclure. Ouais. Est-ce qu'on a parlé à peu près tous les sujets dont tu voulais parler ? Ouais, je crois. Hein. Enfin, moi, oui, en tout cas. Ouais. Ok. Bah, écoute, merci de m'avoir accordé de ton précieux temps. Avec plaisir. C'était un plaisir de t'avoir et de discuter. Ah bah moi, s'il y a même une personne qui regarde cette vidéo et qui fait la démarche d'apprendre à mieux manger, moi j'ai fait mon taf, quoi. Je veux bien tous les jours parler pour que les gens prennent soin d'eux, il n'y a pas de souci. La prévention, c'est la base. Mais bon, ouais. Eh ben, écoute, j'espère que ce sera le cas. Vous pourrez nous le dire, ce que vous en avez pensé. Vous me dites. Merci beaucoup. Ben, merci à toi.